Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus quand même nombreux. Je me présente Nathalie Hazard, je suis conseillère municipale et vice-présidente du Centre communal d'action sociale. Bienvenue à un sujet très intéressant ce soir, c'est comprendre le trouble du spectre autistique. Et alors j'ai omis de dire que c'était en co-animation par Daphné Simo, qui est au CCAS également, par Véronique Trégré également, et Sophie Peureux. Et Sophie Peureux, bonsoir à toutes et tous, qui suis en charge du handicap pour la ville de La Baule en tant que conseillère municipale. Et Daphné Simo, qui est donc chargée de mission handicap également. On va vous laisser la parole. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien, même sans le micro? Ça va, ouais. Alors, donc, moi, je me présente, Caroline Korinec. Je suis psychologue de formation. J'ai travaillé notamment donc, en CMP, en CEFS. J'ai été coordinatrice de l'unité diagnostic, pour ceux qui connaissent, sur le CAMS CMPP de Saint-Nazaire. Donc c'est une unité au sein du CAMS qui diagnostique et qui accompagne les enfants de 0 à 6 ans pour le CAMS. Et puis on a élargi la plateforme de diagnostic jusqu'aux enfants de 12 ans. Donc j'ai été coordinatrice de cette unité pendant 7 ans environ. Et aujourd'hui, j'ai créé, ou est en cours de création en tout cas, le Bleu d'Éden, si vous pourrez venir vous servir à la fin. Donc c'est une micro-entreprise qui a pour but de favoriser le dépistage précoce de ces enfants et la création d'un lieu d'accueil spécifique pour favoriser l'inclusion scolaire. L'idée, c'est vraiment de créer une sorte de micro-crèche à mi-temps, dans lesquels les enfants qui seraient dans une suspicion de TND, donc de troubles du neurodéveloppement, pourraient être 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine. Le reste du temps, ils seraient soit à l'école, soit chez les assistantes maternelles, soit en crèche, soit à la maison pour les enfants qui n'ont pas forcément de mode de garde. Donc c'est un projet qui est en cours, qui est en train de se construire petit à petit, qui demande une validation de l'ARS. Donc c'est voilà, ça se construit doucement. En attendant, je suis en libéral sur mon territoire de Bretagne où j'accompagne spécifiquement les enfants avec troubles du neurodéveloppement, donc de 0 à 12 ans environ. Alors, on n'est pas beaucoup. L'idée aujourd'hui, c'est que ce soit interactif, d'accord? Donc vous n'hésitez pas, vous pouvez m'interrompre. C'est un PowerPoint qui est quand même assez dense. Normalement, ça va tenir sur 1h30. Si c'est un peu trop dense, on peut s'arrêter, poser des questions. Enfin, voilà, l'idée, c'est que ce soit vraiment fluide pour tout le monde et que vous repartiez avec une connaissance quand même assez claire des troubles du neurodéveloppement et du TSA, donc du trouble du spectre autistique notamment. Donc, on va commencer par une définition assez simple des troubles du neurodéveloppement. On va passer assez rapidement dessus puisqu'on va se concentrer notamment après sur le TSA. Donc le neurodéveloppement, c'est vraiment tout ce qui recouvre l'ensemble des mécanismes du cerveau. C'est vraiment tout ce qui va structurer notre cerveau avant même la naissance. Donc quand on parle de troubles du neurodéveloppement, ça veut dire que c'est anténatal, d'accord ? C'est pas quelque chose qui se développe, l'enfant est né avec un trouble du neurodéveloppement, d'accord ? Et ça va toucher toutes les sphères vraiment en lien avec notre fonctionnement cérébral. Donc ça touche la motricité, ça va toucher la vision, ça va toucher le langage, ça va toucher les interactions sociales, la vision. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très très large. Et on note aujourd'hui 6 troubles du neurodéveloppement. Donc le handicap intellectuel, qu'on appelait avant déficience intellectuelle, les troubles de la communication. Les troubles de la communication, vous allez avoir les troubles du langage, les dysphasies par exemple, ce type de troubles. Le TSA, donc le trouble du spectre autistique. Le TDAH, est-ce que ça parle à tout le monde le TDAH ? TDAH, c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité.
Donc le TDAH, c'est des enfants qui peuvent être très impulsifs, très agités. Alors, on ne va pas faire une sensibilisation sur le TDAH aujourd'hui, mais il faut savoir qu'on commence à les dépister, à les diagnostiquer aussi de mieux en mieux, et que jusqu'ici, c'était des enfants qui étaient diagnostiqués tardivement et qu'on avait tendance à discriminer, à catégoriser un peu vite comme l'enfant turbulent, agité et qui n'est pas facile. Alors c'est une réalité, c'est des enfants, leur cerveau va tellement vite que c'est pas facile pour eux dans la vie de tous les jours, mais on a mis beaucoup de temps à les diagnostiquer correctement et c'est encore difficile aujourd'hui. Ils sont diagnostiqués, je dirais, encore plus tard, on va le voir, que les TSA. Donc, dans les troubles du neurodéveloppement, on a aussi les troubles des apprentissages. Donc là, on va voir les troubles 10. La dyscalculie, dans les troubles moteurs, on a la dyspraxie. Donc il y a des troubles 10 qui ne sont pas dans les troubles des apprentissages. D'accord. La dysorthographie et la dysgraphie dans les troubles des apprentissages. Donc là, on est sur des troubles spécifiques qui vont impacter notamment les apprentissages en classe. Là aussi, alors on commence à les repérer, je dirais, plutôt autour de la grande section du CP. Ça, c'est dans l'idéal. On est encore beaucoup sur des repérages sur le tard. Généralement, on est sur du peu de temps avant le collège. Donc, vous allez le comprendre, je vais insister beaucoup dessus sur les TSA, mais la grosse priorité vraiment sur les troubles du neurodéveloppement, c'est un dépistage précoce. On est encore très en retard de ce côté-là, on met encore beaucoup de temps à les repérer, à les dépister et à les diagnostiquer derrière, et donc encore plus de temps à les accompagner derrière. Pour les professionnels qui sont ici, vous savez que les listes d'attente sont très importantes. Donc si on met 3 ans avant de faire un diagnostic et qu'il y a encore 3 ans pour réussir à avoir une place chez l'orthophoniste, on a perdu 6 ans. D'accord ? Et vous allez le voir, ça impacte énormément la qualité de vie des enfants. Plus on tarde, plus c'est des enfants qui vont avoir des troubles du comportement ou au contraire qui vont se renfermer sur eux-mêmes parce qu'on ne les comprend pas. Il y a un moment quand vous passez 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, voire 10 ans de votre vie à ne pas être compris, ça devient compliqué, notamment au niveau scolaire. Est-ce que c'est bon pour les troubles du neurodéveloppement ? Donc pour les troubles du neurodéveloppement, les 6 dont je vous ai parlé là, tous peuvent faire l'objet d'une formation largement d'une journée. D'accord ? Aujourd'hui, on va se centrer vraiment sur le TSA. Faut savoir donc qu'on rencontre vraiment de plus en plus de TDAH, qu'on diagnostique de mieux en mieux les TDAH. Le handicap intellectuel aussi. Les troubles des apprentissages sont diagnostiqués tard. Les troubles de la communication commencent à être repérés un petit peu plus tôt, mais pareil, on est plutôt aux alentours des 6-7 ans. Et dans les troubles moteurs, on a donc la dyspraxie notamment, pareil, qui est diagnostiquée encore tardivement. Quand je vous parle de dyspraxie, ça va ? C'est des difficultés motrices, des difficultés de coordination motrice. Donc ça peut être des difficultés à boutonner son chemisier, à remonter une fermeture éclair, à faire du vélo. Donc là, je stigmatise un petit peu, c'est bien plus complexe que ça, mais en gros, voilà, c'est des difficultés au quotidien comme ça. Et bien sûr, il faut savoir qu'on peut aussi avoir des comorbidités, donc être TSA et avoir une dyspraxie. Voilà, d'accord ? Il y a aussi des doubles diagnostics qui sont quand même assez fréquents. Ça va pour tout le monde ? Alors, si je vous parle de DSM-4, DSM-5, CIM-10, CIM-11, est-ce que ça parle à tout le monde ou est-ce que là, on entre un peu dans des choses un peu plus floues ? Ok. On va passer rapidement dessus, ce n'est pas le plus intéressant, c'est simplement qu'aujourd'hui, les familles, elles sont de plus en plus au courant de ça. C'est les classifications internationales qui nous permettent de poser des diagnostics. Donc, on était dans le DSM-4. Alors, aux États-Unis, on est sur le DSM. Et en Europe, on est sur la CIM. Donc, c'est la classification internationale des maladies mentales. Faut savoir qu'à chaque fois, en France, en Europe, on a une petite dizaine d'années de retard. Donc, nous, on se colle à ce que va faire les États-Unis et le Canada. Ils ont fait le DSM-4, nous, on a fait la CIM-10, qui était pareil. Ils ont développé le DSM-5.
Et le DSM-5, alors je crois que c'est 2013 qu'il est sorti en français, qu'il a été traduit en français, et on vient tout juste, nous, de sortir la CIM 11. D'accord ? C'est pour ça qu'on entend déjà parler de TSA depuis quelques années, c'est parce que c'est déjà sorti aux États-Unis et au Canada, alors que nous, on était encore sur ce que vous voyez là, donc, et qui vous parle peut-être, troubles envahissants du développement. On a encore beaucoup de diagnostics aujourd'hui. Quand les professionnels ne sont pas encore formés, on est encore beaucoup dans des diagnostics qu'on dit de TED, donc troubles envahissants du développement. La vision du DSM à l'époque et de la CIM 10, c'était quelque chose de très catégoriel. Donc on avait le trouble envahissant du développement. Et à l'intérieur, vous posiez un diagnostic soit d'autisme, donc autisme typique, syndrome d'Asperger. Le syndrome de Rett était dedans, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. TED non spécifié, trouble désintégratif de l'enfance. Autisme de Kanner, c'est ce qu'on appelle l'autisme typique, ce qu'on appelait l'autisme typique. D'accord ? Donc c'est juste une histoire de classification, mais faut l'avoir en tête, notamment parce que ça met dans le flou vraiment les familles qui arrivent en disant moi on m'a dit qu'il était TED, mais moi on m'a dit qu'il était autiste, moi on m'a dit qu'il était TSA. Voilà, faut savoir à un moment que ça veut dire la même chose, c'est simplement qu'on n'est plus sur cette classification-là. Quelque chose qui reste, alors à l'époque on parlait donc de triade symptomatique. Pour avoir un diagnostic de TSA aujourd'hui et de TED à l'époque, il fallait avoir obligatoirement des difficultés au niveau de la communication, des interactions sociales et des comportements stéréotypés. Alors là c'est pas joli, c'est écrit intérêt restreint, parce qu'à l'époque on parlait d'intérêt restreint, aujourd'hui on l'entend beaucoup plus, notamment vous le verrez avec des adultes TSA qui parlent que intérêt restreint, c'est pas un joli mot. Eux, ils appellent ça leur passion, leur intérêt spécifique. Et donc aujourd'hui, on parle plus d'intérêt spécifique que d'intérêt restreint. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas envahissants dans la vie de tous les jours. Si vous avez connu des enfants ou des adultes TSA, quand ils ont un intérêt spécifique, ça prend beaucoup de place. Mais on peut en faire quelque chose. On en fait une passion et on s'en sert pour faire autre chose. Il ne faut pas le voir comme quelque chose qui le restreint. Et ils n'ont plus envie qu'on voit ça comme quelque chose de restreint pour eux. Donc aujourd'hui, on est passé donc du DSM-4 au DSM-5, donc de la CIM 10 à la CIM 11. On parlait de vision catégorielle. Aujourd'hui, on est sur l'idée du spectre. Donc maintenant, on n'a plus de diagnostic TED, autisme, Asperger, trouble désintégratif de l'enfance. On est sur un seul diagnostic simple, TSA, trouble du spectre autistique. Et c'est le niveau qui va changer. On a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça prendra un petit peu de temps, mais en gros, le niveau 1, c'est écrit dans les classifications, besoin d'accompagnement. Le niveau 2, c'est besoin de beaucoup d'accompagnement. Et le niveau 3, c'est besoin de beaucoup d'accompagnement. En gros, d'accord, je schématise. Ça reste un petit peu flou. Il faut savoir que chez les enfants, les adultes TSA, on peut avoir besoin de beaucoup d'accompagnement. Aujourd'hui, le TSA niveau 3, par exemple, est associé automatiquement à quelque chose de sévère. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui refusent de parler de sévérité dans ces termes-là et qui ont besoin vraiment qu'on y aille en fonction des cas particuliers de chaque enfant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un enfant TSA, deux enfants TSA par exemple, qui ont un niveau 3, donc ça veut dire qu'ils sont présentés comme des enfants TSA sévères, avec un premier enfant TSA qui va être sévère au niveau des troubles du comportement, beaucoup d'agitation, de l'agressivité, mais quelque chose de plutôt léger au niveau de la communication, peu de particularités sensorielles par exemple. On a vraiment le trouble du comportement là qui prend de la place. Et à côté de ça, vous avez un autre enfant TSA de niveau 3, donc imaginez aussi comme sévère, qui lui n'a aucun trouble du comportement, mais qui par contre est non-verbal, avec des grosses difficultés d'autonomie, par exemple, et des grosses difficultés sensorielles. D'accord ? Vous voyez qu'on a deux enfants qui sont vraiment totalement différents, mais avec le même diagnostic de TSA niveau 3. Donc il y a vraiment besoin d'aller quand même plus loin, et pas simplement juste de dire niveau 1, niveau 2, niveau 3, voilà, c'est pas suffisant. On est passé... alors là, c'est juste une histoire de termes. On parlait avant de triade autistique, on parle aujourd'hui de dyade autistique. Ça veut dire qu'on a regroupé
les difficultés de communication et d'interaction sociale sous un même terme, c'est les difficultés au niveau des affects sociaux. Ça, c'est au niveau des études internationales. Ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de similitudes entre les troubles de la communication et les troubles des interactions, que les professionnels s'y perdaient un petit peu entre ce qui dépendait de l'un, ce qui dépendait de l'autre. Donc il y a aujourd'hui vraiment socle commun, c'est les troubles de la communication sociale, donc tout ce qui regroupe les difficultés au niveau des affects sociaux, et les troubles du comportement avec les intérêts spécifiques. Et surtout, ce qui a été rajouté, qui n'est pas noté là, ce qui a été rajouté surtout, dans le DSM-5 comme dans la CIM-11, c'est les particularités sensorielles. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez connaissance d'enfants, d'adultes TSA autour de vous, mais les particularités sensorielles, c'est vraiment quelque chose qui prend une place énorme. Moi, je ne connais pas un seul enfant, un seul adulte qui n'a pas de particularité, un seul enfant TSA qui n'a pas de particularité sensorielle. Et jusqu'ici, c'était pas du tout pris en compte dans le diagnostic. Ça fait que très peu de temps que ça fait vraiment partie du diagnostic et que ça fait vraiment partie de l'accompagnement où les professionnels sont censés être formés à l'intégration sensorielle pour vraiment repérer là où c'est le plus compliqué pour cet enfant d'un point de vue sensoriel. Donc ça, c'est tout nouveau. Enfin, c'est tout nouveau en Europe, d'accord ? Le DSM-5, c'est 2013 quand même. Pour faire un diagnostic de TSA, c'est un diagnostic qui est à la fois clinique et standardisé. Dans mon PowerPoint, on est vraiment sur les recommandations de la HAS. La HAS, c'est la Haute Autorité de Santé, qui a vraiment toute une base de recommandations. Dans la réalité pratique de terrain, ça ne se passe pas toujours comme ça. Les délais sont souvent beaucoup plus longs. On pourra faire un point, si vous voulez, en fin de formation là, sur Saint-Nazaire, spécifiquement sur les centres vraiment de diagnostic à Saint-Nazaire, sur les temps d'attente de chacun des centres de diagnostic, et puis élargir un petit peu par rapport à Nantes. Enfin, voilà, voir surtout le bassin nazérien qui peut gérer tout ça. Donc dans l'idéal, on a... Alors, l'IRM, la prise de sang et l'EEG, ce n'est pas obligatoire. C'est lors d'une consultation avec un médecin, un neuropédiatre en général, s'il se pose une question sur une quelconque anomalie, s'il y a beaucoup d'antécédents familiaux, il peut proposer un IRM ou un EEG ou une prise de sang pour une analyse génétique. Ce n'est pas fait automatiquement, c'est dans les recommandations. Je dirais que ça dépend vraiment là, de la consultation médicale et aussi de ce que la famille là, peut entendre. Voilà, vous imaginez une famille qui arrive avec un enfant de 18 mois, si on lui parle de diagnostic, d'IRM, de prise de sang et d'EEG, il n'y a pas un enfant déjà qui a envie de faire une prise de sang, il faut quand même être réaliste. Donc ce n'est pas quelque chose qui est à faire non plus dans les 2 mois. D'accord ? L'EEG, à mon sens, il reste important, donc toujours pareil si le médecin le juge nécessaire, mais parce qu'il y a très fréquemment, on va le voir tout à l'heure, de l'épilepsie qui est associée au TSA. Donc c'est l'EEG qui permet de le voir. Alors après, encore une fois, on peut faire un EEG à 3 ans et pas repérer vraiment d'anomalies dans l'EEG et avoir quand même une épilepsie qui se déclare à 5 ans. Hein. Ça a été le cas nous, d'une petite fille qu'on suivait, donc c'est pas non plus... Mais bon, ça reste quand même, ça peut rester nécessaire sur la demande du médecin. Donc un diagnostic, ça se fait en équipe pluridisciplinaire. Ça veut dire que dans l'idéal, il faut un bilan orthophonique, un bilan psychomoteur. Moi, j'aime bien qu'il y ait le bilan psychomote et le bilan ergo. Éventuellement également aussi un bilan éducateur, donc c'est-à-dire visite à domicile ou visite à l'école pour voir comment ça se passe. Bilan neuropsychologique, donc là on va être si besoin sur les bilans de quotient intellectuel, sur une évaluation des fonctions attentionnelles, des fonctions exécutives, voir vraiment le fonctionnement de l'enfant ou de l'adulte. Hein. Il y a beaucoup d'adultes qui sont diagnostiqués aujourd'hui. Une consultation donc neuropédiatrique ou pédopsychiatrique. C'est de toute façon forcément le médecin qui valide un diagnostic. Nous, en tant que psychologue, on ne peut pas. On peut faire tous les bilans. Par contre, la validation, c'est forcément le médecin. On a 2 tests principaux
qui sont nécessaires, et j'insiste là-dessus parce que ça commence à se faire, mais que aujourd'hui, par exemple, dans les IME, vous verrez qu'il y a, je dirais, la moitié des enfants diagnostiqués n'ont pas eu un diagnostic standardisé avec ces tests-là. C'est les 2 tests qui sont censés être obligatoires pour un diagnostic de TSA, l'ADOS et l'ADI. On ne va pas en discuter trop longtemps non plus, ce n'est pas le but. En gros, il y a un test qui est vraiment centré sur l'enfant. Il y a plusieurs modules qui existent, soit adaptés aux très petits, soit adaptés à l'adulte. Ça dure entre 30 minutes et 1h30 pour les adultes. Sur les tout petits, c'est quelque chose qui est très ludique. C'est vraiment, voilà, c'est à base de jeux, et on va vérifier tout ce qui est communication, interaction, comportement. Et vous avez la DIR qui est un bilan qui est souvent, alors il peut être vécu soit plutôt bien par la famille, parce que c'est un entretien, on va dire, en gros, entre 1h30 et 3h, où on repose des questions aux familles, vraiment sur la toute petite enfance, la période actuelle, et c'est très très long. Ça peut soit être vécu comme enfin un endroit où on peut creuser et chercher, essayer de réfléchir à ce qui se passe pour l'enfant, soit être vécu comme quelque chose de très très pesant, de très très long. Les familles ressortent quand même souvent épuisées de ce type d'évaluation. Aujourd'hui, on est censé repérer les signes TSA aux alentours de 18 mois. On est capable de les diagnostiquer dès 18 mois, voire plus tôt quand il y a des antécédents dans la fratrie, par exemple. On peut avoir une surveillance fratrie qu'on faisait nous donc sur le CAM, donc une surveillance fratrie, par exemple 6 mois, 12 mois, 13 mois, 14, 15 mois, qui est possible. À 18 mois, les signes TSA sont visibles. Pas pour tous, hein. Vous avez des TSA qui sont ce qu'on appelle très camouflés, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de diagnostics à l'âge adulte. Mais à 18 mois, on devrait déjà être capable d'entrer dans le dépistage précoce, hein, d'où l'idée de création de structures, de formation pour les professionnels, vraiment sur ce repérage-là. C'est souvent compliqué, hein. Donc, je travaille aussi beaucoup en crèche où je fais des observations et ensuite des rencontres familles si jamais les professionnels sont inquiets sur le développement d'un enfant, et ça permet que ce ne soit pas aux professionnels de crèche d'annoncer ça à la famille parce que c'est quand même très très délicat. Mais ça permet, voilà, de gagner vraiment en termes de temps, de ne pas attendre la petite ou la moyenne section, de faire déjà les choses avant 3 ans. On a énormément aujourd'hui, c'est pour ça que donc, les CRA, ça vous parle à tous, les centres ressources autisme, oui. Je voulais juste étayer vos propos en indiquant que ça fait partie des recommandations de la Haute Autorité de Santé, le dépistage précoce. Tout à fait. Et que c'est quand même quelque chose qui est très important. Ouais, c'est l'action qui est mise. Les prises en charge sont faites de manière précoce. Ouais. L'action a été vraiment mise par la HAS sur le dépistage précoce là, depuis un peu plus de 5 ans maintenant, avec des formations des professionnels, avec du budget qui a été aussi donné donc, au CAMS, hein, par exemple, sur les plateformes de coordination, je vous en parlerai aussi à la fin. Voilà, on est vraiment sur un objectif vraiment sur les tout-petits, sur le dépistage, le diagnostic et l'accompagnement. Cette évolution là, doucement, qui se fait sur le dépistage précoce et sur le diagnostic, ça amène énormément de diagnostics à l'âge adulte. Les CRA, hein, ce que je vous disais, les CRA sont donc c'est les centres de ressources autisme qui aujourd'hui ne font que les diagnostics complexes. Aujourd'hui, c'est vraiment que ce qu'on appelle les structures de niveau 2 qui font les diagnostics. Donc CAM, CMPP, CMP, hôpitaux de jour qui acceptent de le faire, tout le monde ne l'accepte pas. Mais c'est censé être ces structures qu'on appelle de niveau 2 qui font les diagnostics aujourd'hui, et les CRA ne font que les diagnostics complexes. Donc, je ne sais pas s'il y a par exemple une surdité et qu'on suspecte un TSA, s'il y a voilà, un syndrome génétique et qu'on y suspecte un TSA, là on va peut-être plutôt orienter vers le CRA. Sinon, le CRA aujourd'hui, il se centre un petit peu plus sur ce qu'on appelle donc, les diagnostics d'adultes. Et dans les diagnostics d'adultes, moi j'en ai vu beaucoup en consultation, qui se questionnaient au moment du diagnostic de leur enfant. Donc ça émerge beaucoup. On a souvent un des parents qui commence à se dire que bon, bah, il ressemble quand même pas mal à son enfant.
Parfois, on a le deuxième parent aussi qui se dit que peut-être. Ou alors, on se rend compte que c'est l'oncle. Enfin voilà, on finit toujours par avoir quelqu'un dans la famille, hein, qui, on va le voir tout à l'heure, hein, sur la partie génétique aussi de l'autisme. Et donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de demandes aussi au niveau adulte. On va après rentrer un peu précisément dans les signes vraiment des TSA pour pouvoir les dépister, pour qu'à la fin de cette formation, vous soyez capable vous aussi de les dépister, de les repérer. Il faut bien avoir en tête que c'est l'association de plusieurs signes qui fait qu'on va parler de TSA. D'accord ? C'est pas parce qu'un enfant de 18 mois, il aligne les voitures pendant une petite semaine que tout de suite c'est la panique, d'accord ? J'ai eu beaucoup de professionnels des fois qui m'appellent en me disant « Ah oui, mais là, ça fait 3 semaines, il ouvre, il ferme les portes. » Oui, à partir du moment où il entre en interaction et où le reste, en tout cas, fonctionne, c'est pas grave. Je dis pas que c'est pas hyper pratique dans le quotidien, mais c'est pas dramatique, d'accord ? On a aussi des enfants anxieux qui ont cette envie-là, allumer, éteindre la lumière. Ça, on en a beaucoup. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des enfants TSA qui ont des tocs un petit peu comme ça, d'avoir besoin d'ouvrir, fermer, d'éteindre, d'allumer la lumière. Mais si on n'a que ça, on parle pas de TSA, d'accord ? Vous avez aussi des enfants qui n'entrent pas facilement en relation. On a eu pas mal d'appels aussi comme ça, d'enfants qui étaient un peu en retrait dans la cour de récréation, qui pouvaient dire non mais moi j'aime pas trop jouer avec les copains, je préfère jouer avec les filles, ou non j'aime pas leur jeu de foot. Ok. Alors ça demande de creuser un petit peu, mais derrière, c'est un enfant qui est quand même capable d'interagir très très bien, qui a toutes les prémices de la communication qui sont mises en place, qui n'a pas de trouble du comportement, qui n'a pas de particularité sensorielle. Voilà, on n'a rien d'autre qu'un enfant un peu réservé qui n'aime pas trop les garçons qui jouent au foot et qui sont un peu brusques dans la cour de récréation. C'est pareil, ça ne suffit pas pour faire un diagnostic de TSA. D'accord ? Ce qui ne veut pas dire que sur ces enfants-là, il ne faut pas bien creuser en équipe pluridisciplinaire pour être bien sûr de ne pas passer à côté de ce qu'on va appeler un peu rapidement, ou on pourra faire un petit point à la fin si on a le temps, sur ce qu'on appelle les TSA camouflés, notamment les filles. On a vraiment, je ne sais pas si vous le voyez sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de femmes adultes TSA qui se diagnostiquent aujourd'hui et avec des signes cliniques qui sont quand même un petit peu différents de ceux des garçons et qui se sont camouflés énormément. C'est-à-dire qu'elles ont réussi à effacer les 3/4 des signes qui pouvaient faire penser à l'autisme pendant toute leur adolescence, et souvent ça a été très coûteux, hein, donc c'est des femmes avec qui on diagnostique généralement un trouble anxieux sévère, un trouble d'anxiété sociale, voire des dépressions assez importantes. Est-ce que ça va toujours ? Je ne vais pas trop vite, parce que je sens que je vais être en retard. La prévalence. On en parlait tout à l'heure, donc aujourd'hui, il faut savoir qu'on est à une naissance sur 50. Une naissance sur 50 d'enfants TSA. On était à une naissance sur 100 à peu près en 2017. Ça fait déjà un moment qu'aux États-Unis, ils ont remarqué, hein, et au Canada surtout, qu'on était à une naissance sur 50. Alors que en 1980, je crois qu'on était à une naissance, on repérait en tout cas une naissance sur plus de 2000, quelque chose comme ça. D'accord ? Je ne l'ai pas mis là, mais pareil, vous aurez mon mail aussi si jamais il y a des questions un petit peu sur ces points-là un peu plus spécifiques. En gros, il y a plusieurs hypothèses, hein. Soit c'est le fait de les repérer, de les diagnostiquer beaucoup mieux, qui fait aussi que forcément on les voit, et avant ils étaient diagnostiqués complètement autre chose, hein. Aujourd'hui on le sait, hein, que dans les hôpitaux psychiatriques, il y a énormément d'adultes TSA mal diagnostiqués, donc ça peut être aussi parce qu'on les repère mieux, mais il y a aussi des études en cours d'un point de vue environnemental sur un impact un petit peu de l'évolution de l'environnement qui pourrait avoir un impact sur l'augmentation du nombre de naissances d'enfants TSA. Pour l'instant, il n'y a rien de sûr ni de précisé sur le pourquoi de cette augmentation. On est à 3 garçons pour une fille. Ça, c'est dans les statistiques.
J'ai mis attention au biais diagnostic parce que, comme je vous le disais, les filles, elles sont énormément camouflées. Notamment les filles qui, ce qu'on appelle les TSA de haut niveau, donc sans handicap intellectuel associé, elles se camouflent, elles se cachent, on les diagnostique souvent plutôt dépressives, voire il y a quelques années, elles étaient diagnostiquées hystériques, et donc elles sont vraiment, je pense, sous-diagnostiquées. Après, il y a des études en cours aussi, on le voit avec il y a beaucoup de femmes autistes aujourd'hui qui revendiquent un petit peu tout ça pour qu'il y ait des études plus poussées sur les signes cliniques qui finalement ne sont pas exactement les mêmes entre les femmes et les hommes. Les femmes, elles ont des difficultés d'interaction sociale un peu moindres, ou en tout cas une capacité de s'adapter et de compréhension de certains codes sociaux que vont avoir moins certains garçons. Donc au niveau signe clinique, on n'est pas exactement sur la même chose. Et donc il faudrait qu'il y ait des études plus poussées là-dessus, puisque les 3/4 des tests diagnostiques, ou même les études sur la découverte de l'autisme, étaient vraiment basées sur les garçons. On parle de 15 à 20%, donc DI, c'est déficience intellectuelle, donc handicap intellectuel qui serait associé au TSA. Là encore, donc là, moi, je vous donne les études aujourd'hui. Dans la pratique, il faut se méfier puisque faire un bilan intellectuel pour un enfant TSA, c'est quand même pas simple. Moi, je me rappelle d'un petit garçon qui a été diagnostiqué à 3 ans. TSA sévère avec déficience intellectuelle et de très 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 gros troubles du comportement. Donc c'était un petit bonhomme de 3 ans qui pouvait vous jeter une grosse chaise en pleine tête assez facilement. Il a eu une prise en charge intensive de 3 à 6 ans, mais les troubles de comportement étaient encore assez présents. Et donc, ils ont demandé de refaire le diagnostic et il y avait une hésitation sur une orientation IME. Et donc, je lui ai fait un bilan cognitif, donc ce qu'on appelle un bilan de quotient intellectuel, puisque ça devrait être fait pour chaque orientation IME, ce qui n'est pas forcément le cas non plus. Et c'est un enfant qui avait aucune déficience intellectuelle, qui n'était pas du tout déficient, qui avait même des capacités plutôt bonnes, mais qui par contre avait un TDAH associé à son TSA, un syndrome génétique associé au TSA qui a été découvert tard, et ce qu'on appelle un TOP. On ne va pas rentrer dans le TOP aujourd'hui, parce que le TOP, c'est le trouble oppositionnel avec provocation. Voilà, c'est des enfants bien opposants. D'accord ? On les repère assez vite. Il y en a beaucoup dans les TDAH. Donc là, le TOP, ce n'est pas un trouble du neurodéveloppement. C'est un trouble comportemental. D'accord ? Donc 15 à 20% de déficience intellectuelle associée, peut-être pas. Je pense qu'on n'a pas encore les outils pour les diagnostiquer, pour les bilanter au niveau des quotients intellectuels correctement. Et enfin, au niveau de la fratrie, on parle d'un risque de 4 à 7% d'avoir un deuxième enfant avec TSA, quand le premier en présente déjà. Il faut savoir que ça augmente s'il y en a 2. Si les 2 premiers TS sont TSA, il y a une augmentation de la probabilité d'avoir un 3e TSA. Et qu'il y a aussi une augmentation si le premier enfant TSA est une fille. On a beaucoup de jumeaux qui vont être TSA tous les 2 aussi. Et j'en parlais donc au niveau famille, quand on diagnostique un enfant TSA, on finit toujours par en retrouver un dans la branche. Alors il est rarement diagnostiqué, souvent c'est mon frère, c'est un geek, il sort pas de la maison, il supporte pas de voir des gens, il peut pas passer le pas de la porte et il est encore chez ses parents et il a 30 ans, mais par contre il a fait des études. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça, des petits signes, c'est pas forcément diagnostic. Ça veut pas dire que juste comme ça sur 3 phrases c'est automatiquement un TSA, mais en tout cas, on se questionne un petit peu sur peut-être que le grand frère, il y a quelque chose. Au niveau des causes, c'est une des grandes frustrations et une grosse difficulté, notamment pour les familles, de ne pas pouvoir répondre à cette question. On ne sait pas. On
On sait qu'il y a une part génétique. On sait aujourd'hui qu'il y a plus de 85 gènes qui sont associés au TSA, mais vous n'avez pas un gène de l'autisme. D'accord ? C'est pas parce qu'on va faire une prise de sang que vous allez avoir, pouf, le gène qui dit c'est sûr, il y a un TSA. Par contre, on sait qu'il y a plein de gènes qui sont associés à l'autisme. Donc, par exemple, le X fragile, Prader-Willi, syndrome de West. Tout ça, c'est des syndromes génétiques auxquels on sait que très fréquemment, il y a un TSA associé. On sait qu'il y a un facteur génétique puisqu'on le voit dans les fratries et au niveau des familles. Et on pense plutôt que l'origine est multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a une influence de l'environnement, mais on ne sait pas encore à quel point, à quel niveau, si c'est, enfin voilà, on sait pas encore, on n'a pas encore la réponse à cette question. Je vous ai mis le lien, donc c'est Julie Academy, c'est Julie Dachaise, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une adulte TSA, donc anciennement Asperger, donc TSA qu'on dit aujourd'hui de haut niveau. Elle était prof de fac à Nantes, et donc elle a écrit La différence invisible, c'est une BD sur les femmes justement TSA qui se camouflent et qui sont diagnostiquées sur le tard. Et donc elle fait plein d'articles comme ça sur le TSA en général, et donc elle en a écrit un sur les causes de l'autisme justement. Ça va toujours ? Je ne vous ai pas perdu ? Au niveau des comorbidités ou des troubles associés, faut savoir que y a rarement un TSA tout seul. D'accord ? Il y a souvent des troubles associés ou des comorbidités. Les troubles associés, ça veut dire qu'on peut avoir 2 diagnostics ensemble. On a par exemple, il y a de plus en plus d'études là qui sont en train de sortir avec aussi l'augmentation des diagnostics de TDAH. On a vraiment beaucoup de TSA pour qui on va finir par se rendre compte qu'il y a aussi un TDAH et aussi un TOP, un trouble oppositionnel avec provocation. Okay. On va avoir en comorbidité ou en trouble associé le trouble anxieux. Je crois que j'ai jamais vu un enfant TSA ou un adulte TSA sans trouble anxieux associé. Alors c'est moins fréquent chez les tout petits, mais ça se développe assez vite, notamment avec le milieu scolaire et très fréquemment aussi avec les particularités sensorielles qui ne sont pas comprises tout de suite et qui peuvent vraiment les gêner, les rendre très douloureux et générer une anxiété importante pour aller à l'école. On va avoir donc des troubles graves du comportement, vous pouvez avoir de l'auto ou de l'hétéroagressivité, des enfants, des adultes qui se font du mal ou qui font du mal aux autres. Faut savoir qu'il y a toujours une fonction au comportement, donc c'est pareil, aujourd'hui on est sur une présentation assez simple, mais un enfant TSA, il ne va pas vous mordre ou vous lancer une chaise parce qu'il a envie de vous faire du mal. Il y a quelque chose à ce moment-là qui a généré ce comportement-là. Il n'a pas pu communiquer comme il voulait. Il n'a pas pu vous dire ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été douloureux pour lui. Et ce comportement, il a une fonction. Il a une raison d'être. Donc, trouble attentionnel ou TDAH. Donc, trouble attentionnel, c'est des difficultés attentionnelles au sens simple. Mais on peut aussi avoir vraiment le diagnostic de TDAH, c'est-à-dire avoir 2 diagnostics de troubles du neurodéveloppement. On peut avoir des difficultés motrices, des retards moteurs, des hypotonies. Il y a pas mal d'enfants TSA qui peuvent marcher tard. Alors, c'est pareil, ça, c'est pas une généralité. Ça peut, vous avez des enfants TSA qui courent à 9 mois, d'accord, mais il peut y avoir des retards moteurs associés, donc des troubles oppositionnels, des syndromes génétiques. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les un peu plus de 85 gènes associés, donc X fragile, Prader-Willi, syndrome de West, Gilles de la Tourette. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de syndromes génétiques aujourd'hui pour lesquels on sait qu'il y a un TSA qui peut y être associé. Les troubles du sommeil. Alors, il y en a quelques-uns qui n'en ont pas, mais alors c'est pareil, je crois que c'est très rare. En tout cas, moi, chez les petits que je vois, j'en connais quasi... allez, on va dire que sur une centaine, il y en a peut-être 2 qui n'ont pas de trouble du sommeil. Le trouble du sommeil, on sait aujourd'hui qu'il y a vraiment une sécrétion, donc l'hormone du sommeil, c'est la mélatonine.
On sait aujourd'hui que la sécrétion de mélatonine chez les personnes TSA, elle n'est pas la même. Elle est différente de chez nous, donc le besoin de sommeil, ou en tout cas le sommeil ne fonctionne pas de la même façon. Donc on peut avoir des endormissements très tard, des réveils nocturnes, des réveils très tôt. Voilà. J'ai une maman qui me disait que de toute façon, sa fille, elle est levée à 5 heures. Donc à 5 heures, il faut être en forme. Donc par contre, elle dort toute la nuit. Après, voilà, il y a une autre maman qui me dit que son enfant se réveille 10 fois dans la nuit. Voilà, on a quand même ça qui est très très fréquent et qui impacte grandement le quotidien, hein, parce que y a ça aussi, hein, quand on a des parents qui commencent à s'inquiéter déjà depuis 18 mois, 20 mois, 24 mois, le temps qu'il y ait un médecin qui dise oui, bon d'accord, qu'il soit orienté. Faut se dire que ça fait déjà, ça se trouve, une fois que ils arrivent jusqu'à nous, l'enfant a peut-être au moins 3 ans, voire 4. Ça fait 4 ans que les parents ne dorment pas. À ça, on ajoute aussi, et ça c'est pareil, j'en connais presque pas qui n'en ont pas, c'est un trouble de l'oralité ou une sélectivité alimentaire. Ça peut être lié à des rituels, ça peut être lié à des particularités sensorielles, ça peut être lié à plein de choses. Mais pour une grande majorité de personnes TSA, d'enfants TSA, il y a une sélectivité alimentaire et des troubles associés, hein, donc beaucoup d'encoprésie, hein, donc de rétention de sel, ça peut être vraiment quelque chose qui est très très fréquent et qui est aussi du coup très très anxiogène dans les familles. Ça peut être des petits qui mettent très très longtemps à passer au morceau. J'avais un petit bonhomme qui a passé, à 4 ans, 4 ans et demi, il était encore au biberon de lait. Donc on a dû passer tout doucement au mixer, essayer autre chose. Mais ça se fait vraiment tout doucement. Il y a vraiment des réflexes nauséeux. Faut vraiment savoir que c'est pas fait exprès. On va le voir tout à l'heure, il y a un défaut de généralisation chez les TSA, donc il y a aussi des parents qui me disent mais chez la nounou il mange très bien et chez nous il mange rien. C'est pareil, ça c'est pas fait exprès, parce que chez la nounou il a associé que de toute façon il fallait manger comme ça et puis c'était tout. Par contre à la maison il a associé à un moment ou à un autre que possiblement à la place des haricots verts il pouvait avoir des frites. On est vraiment sur une association d'idées, c'est pas pensé, il se dit pas dans sa tête « Ah, je vais faire exprès de pas manger mes haricots pour avoir mes frites ». Il sait, lui, il n'y a pas de haricots, il y a des frites qui arrivent après, point, d'accord ? On n'est pas sur un comportement attentionnel chez les petits. Chez les plus grands, la sélectivité alimentaire est là, hein, il y a une vraie difficulté. Ça ne veut pas dire que chez les plus grands, ils ne peuvent pas en jouer un petit peu. Nous, on a un grand qui nous dit, dès qu'il est un peu impulsif ou qu'il casse un petit peu ou qu'il jette quelque chose, il dit « C'est de la faute à mon TDAH, c'est pas moi ». Il y a énormément aussi donc, de troubles dépressifs qui sont associés. Faut savoir que dans la population TSA, il y a un nombre beaucoup plus important de tentatives de suicide et de suicides. Beaucoup plus de troubles dépressifs. Et ça arrive déjà chez des vraiment des plus en plus jeunes. Moi, j'avais un petit bonhomme de 9 ans qui se camouflait vraiment très très bien, un petit garçon avec des très très bonnes compétences, qui n'a pas été repéré par l'école, qui a été repéré par ses parents, mais comme tout se passait bien à l'école et qu'il n'y avait pas non plus de difficultés, mis à part des particularités sensorielles à la maison et que les parents compensaient très très bien. Il n'y a pas eu de consultation et il a fallu qu'il dise clairement à l'école que de toute façon il allait se suicider et qu'il n'en pouvait plus pour qu'il y ait un accent demi et qu'il soit diagnostiqué TSA. Et lui, vraiment, sa plainte, c'était de ne pas être compris. Et il avait vraiment une grosse plainte aussi sur le fait que les autres comprennent rien à la vie parce qu'il y a des règles et qu'ils ne sont pas foutus de comprendre les règles à 9 ans, effectivement, en général, en primaire. Respecter les règles au pied de la lettre, ce n'est pas forcément le truc de tous les enfants. Et pour lui, ce n'était pas possible que les autres ne soient pas capables de comprendre ça et de penser comme lui. Donc ça a été vraiment difficile. Une fois qu'il a compris pourquoi il pensait de cette façon, il y a vraiment eu un apaisement assez important. C'est là aussi l'importance du diagnostic, c'est de se comprendre, d'aider les enfants à se comprendre, d'aider les parents à comprendre leur enfant, ou même en tant qu'adulte, hein, d'apprendre à se connaître. Et donc, je vous le disais, très souvent des épilepsies. Ça va toujours ? Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, on va rentrer vraiment dans ce qu'on appelle donc la dyade. Donc la dyade autistique, c'est vraiment
avec ça, c'est par rapport à ça qu'on va diagnostiquer un TSA. Il faut qu'il y ait des difficultés au niveau de la communication sociale et il faut forcément qu'il y ait des difficultés au niveau des comportements, comportements stéréotypés, intérêts spécifiques, particularités sensorielles. Il faut avoir plusieurs signes sur ces 2 domaines pour qu'on puisse parler de TSA. D'accord ? S'il n'y a qu'un seul des 2 domaines, on ne peut pas faire un diagnostic de TSA. Par contre, il faut bien creuser. Ça ne se voit pas forcément tout de suite. Pour celles qui se camouflent, par exemple, je vais vous parler d'une petite fille là, tout à l'heure. Ça saute pas tout le temps aux yeux, d'accord ? Ça se repère pas non plus tout de suite. Donc, au niveau des signes, par rapport à la communication non verbale, on peut avoir un défaut de geste. Ce sont des petits qui vont mettre un peu plus de temps à apprendre les gestes un petit peu basiques du pointage, de tout ce qui est imitation, les petits gestes du bravo, du au revoir. L'imitation, d'un point de vue cérébral, met plus de temps à se mettre en place chez les enfants TSA. Et donc, on va avoir un retard de ce côté-là. On a aussi fréquemment des expressions faciales ou des mimiques qui peuvent être soit très neutres, soit très figées, soit toujours la même émotion. J'ai 2 petits exemples. On a un petit garçon qui sourit tout le temps, mais il peut se faire mal ou il peut être dans une période où on sait bien que là, il n'est pas forcément très content. Il a un sourire figé sur le visage. D'accord ? À l'inverse, on a un petit bonhomme qui, même quand il est très content, il a une petite moue un peu boudeuse depuis tout petit. Au point où, moi, pendant mes consultations, j'ai vraiment cru qu'il n'avait pas du tout envie de venir et que j'ai fini par demander à la maman si c'était parce qu'il n'était pas content d'être là ou s'il avait souvent cette petite moue à la maison. Et elle disait que non, il a toujours ce visage qu'on appelle visage un petit peu amimique, un petit peu neutre d'expression. Ça, on va le voir, plus ils grandissent, ou en fonction aussi des TSA, on peut en avoir d'autres qui vont être très théâtrales. C'est-à-dire que les expressions, elles sont là, mais elles sont un petit peu exagérées quand même. D'accord ? C'est, je vais dire, tiens, je te donne une bouteille d'eau et elle va sauter de joie en étant super contente, comme si c'était la plus belle bouteille d'eau de sa vie. C'est un peu exagéré juste parce qu'on a un petit peu soif. D'accord ? On va avoir cette théâtralité qui est aussi à prendre en compte. On n'est pas tout le temps dans le TSA, on a un peu cette représentation. Un TSA, c'est automatiquement dans son coin, un peu réservé, sans interaction sociale. Moi, j'ai plein de petits TSA qui, au contraire, sont plutôt dans le sens pas de filtre. Ça veut dire que les interactions, elles sont là, ils ont très envie, ils vont me parler, je vais les chercher en salle d'attente, ils vont tout de suite venir me raconter toute leur journée, ou me parler de la météo quand il y a un intérêt spécifique pour la météo, par exemple. Mais ça peut durer pendant 25 minutes, sans qu'elle ait remarqué que j'ai même pas eu le temps de dire bonjour, qu'il n'y a pas eu forcément d'échange, ou elle m'a pas demandé moi si la météo aujourd'hui ça m'intéressait follement, voilà, d'accord ? C'est pas forcément l'enfant qui veut pas vous parler, ça peut être aussi l'enfant qui vient vous parler, mais qui a pas forcément les codes sociaux adéquats, qui a pas le filtre, vraiment au niveau des interactions. On peut avoir des regards qui sont peu modulés. Là encore, c'est pas forcément pas de regard, même si chez les petits, on peut remarquer ça assez fréquemment, cette fuite du regard. On peut avoir aussi des enfants ou des adultes avec un regard très fixant. Le petit garçon dont je vous parlais là de 9 ans, lui, il a passé la consultation à me fixer. Mais vraiment, ça a duré 1h30 et il m'a fixé pendant 1h30. Mais il me regardait très bien dans les yeux. Les difficultés d'attention conjointe sont par contre très très fréquentes. L'attention conjointe, c'est vraiment regarder ensemble dans la même direction. On est vraiment dans un échange social. Si moi je vous dis, vous avez vu là-bas, il y a de la lumière, je vous regarde, il y a de la lumière, vous allez me regarder, vous allez regarder la lumière, voilà, il va y avoir un vrai échange, d'accord ? Ça, les enfants, TSA, généralement, soit ils regardent votre doigt, soit ils vous regardent vous, soit ils regardent que la lumière, il n'y a pas cette interaction, vraiment cet échange de l'un à l'autre. Donc, des difficultés au niveau de l'imitation. Et il peut y avoir, ça c'est pareil, c'est pas pour tous, c'est quelque chose qui va vite être repéré par les professionnels de la petite enfance. Par contre, c'est vraiment cette façon que peuvent avoir certains enfants d'utiliser votre main comme d'un objet. Ça veut dire que votre main, elle sert vraiment d'objet, ils la prennent, ils la mettent sur la cuillère pour manger un yaourt. Ils
prennent votre main pour faire des guilis dans le dos, par exemple. Il y a des petits qui le font, hein. Vous avez même des plus grands, un peu feignants, qui disent eh, viens, tiens, fais. Mais un enfant qui va vous faire ça, il va vous regarder. Si vous faites exprès de ne pas répondre, à un moment, il va vous regarder. Hey, je te parle. Il va y avoir une interaction, d'accord. L'enfant TSA, il va plutôt prendre votre main, la poser sur ce qu'il veut, ne pas vous regarder l'objet, poser votre main et éventuellement s'énerver, crier, pleurer parce que vous n'avez pas l'air de comprendre ce qu'il est en train de vous demander, ce qui pour lui est très clair et pour vous pas du tout, d'accord. Ils peuvent pointer aussi, mais pareil, vous n'allez pas avoir l'échange de regards. Par exemple, un enfant va pointer, il y a une armoire, dans le haut de l'armoire, il y a 15 jeux, il va vous faire ça en haut de l'armoire, il va rester comme ça en haut de l'armoire et il va crier pour avoir un jeu. Avant que vous arriviez à repérer lequel jeu il voulait, ça peut mettre très longtemps. On est vraiment dans un défaut d'interaction, c'est vraiment le côté social qui pêche sur ces premières communications non verbales. Au niveau verbal, donc vous avez des enfants, des adultes TSA qui parlent, d'autres qui ont une absence de langage verbal et qui ne parleront pas. D'accord ? C'est une grosse inquiétude des familles. Faut savoir qu'il n'y a pas de pronostic. On a beaucoup de professionnels qui ont eu cette tendance à dire si à 3-4 ans il ne parle pas, de toute façon il ne parlera jamais. C'est pas vrai. On en voit plein qui se mettent à parler à 8 ans. Il y a une maman qui racontait que son enfant, donc c'est une maman qui elle pouvait dire, moi je lui parlais tout le temps, parce que je me suis dit à un moment il allait bien finir par me répondre. Et elle a pu dire qu'après 8 ans, je ne sais plus, entre 8 et 10 ans, d'un seul coup dans la voiture, il a fini par lui dire « Bon ça va, je t'ai entendu, tais-toi ». Donc ça a généré, je crois qu'elle a eu un accident, bon, pas grave, mais bref, vraiment une stupeur. Cet enfant parlait très bien, mais il a pu dire, jusqu'ici il n'avait pas d'intérêt à parler, donc il n'a pas parlé. D'accord. Parfois on a un langage, pas forcément un langage tout de suite développé, mais en tout cas des premiers mots qui se développent vers 8-10 ans. D'accord. C'est pas le plus fréquent, c'est une réalité, hein, mais ça arrive. Donc on ne peut pas dire que parce que l'enfant ne parle pas à 4 ans qu'il ne parlera jamais. De même, vous avez des personnes TSA qui ne parlent pas, mais qui peuvent vous écrire un roman sur l'ordinateur par écrit et être dans une communication écrite. Mais par contre, au niveau verbal, vocal, ça ne sortira pas. D'accord ? On a ce qu'on appelle fréquemment des écholalies ou du langage stéréotypé. L'écholalie, c'est des répétitions de fin de mots ou fin de phrase. Ça se voit pas mal chez les petits. Tu viens, on y va ? On y va. Voilà. Ils vont répéter après vous ces fins de phrase. Ça donne un langage un peu particulier. Le tout petit le fait dans l'apprentissage du langage. Là, on est encore dans quelque chose qui se maintient, qui reste dans le temps et qui n'est pas à but de communication. Un petit qui apprend à parler, il va répéter après vous en vous regardant, on va voir s'il a dit le bon mot, la bonne phrase. L'enfant TSA, il répète, c'est un écho. D'accord ? C'est pas dans une communication. Le langage stéréotypé, ça peut être par exemple des enfants qui vont se mettre à sortir une phrase copier-coller de pas de patrouille en plein milieu du repas. Où vous êtes en train de lui parler du fait que vous avez mangé des pâtes aujourd'hui à dîner et pouf, il vous sort vraiment mot pour mot la phrase de pas de patrouille avec l'intonation et tout ce qui va avec. D'accord ? On a un langage comme ça qui est un peu décalé, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi. Et pareil, ce n'est pas dans un but de communication. C'est lui. Voilà. Voilà. On a beaucoup pas de patrouille, Peppa Pig aussi. Alors, je m'y connais moins en Peppa Pig. Je vous parle d'une petite fille qui aime beaucoup Peppa Pig. C'est important de s'y connaître dans les passions des enfants qui aiment, mais Peppa Pig, c'est pas mon truc. Moi, vraiment pas. Pas de patrouille, je m'habitue un peu. J'ai dû apprendre vraiment Pokémon aussi. Mais là, Pokémon, ça a été. Mais ouais, dans Peppa Pig, j'arrive pas. Vous allez avoir des inversions pronominales chez les petits qui peuvent perdurer, même chez les plus grands. Vous savez, c'est l'inversion entre je, tu, moi, toi, ou des enfants qui parlent encore à la troisième personne, qui ont du mal à utiliser le moi. Par exemple, tu veux du chocolat ? Au lieu de répondre je, il va vous dire tu veux du chocolat. D'accord ? Et donc, il y a vraiment cette inversion. Le ton de voix, c'est... Alors, je trouve que ça ne se repère pas beaucoup chez les petits, mais ça peut. En tout cas, ça se voit beaucoup chez les personnes TSA adultes. C'est ce ton de voix un peu qui peut être monocorde. Je ne sais pas si vous... Bon, il verra peut-être la vidéo, mais je ne sais pas si vous connaissez Joseph Chovanec.
qui est une personne TSA adulte, très connue, très médiatisée, qui fait des super conférences, qui a un ton de voix qui est assez particulier. En tout cas, on le reconnaît dès qu'on l'entend. D'accord ? Si vous ne l'avez jamais entendu, allez écouter. Il fait plein de choses sur Internet. Le ton de voix, on le reconnaît assez vite. Certains peuvent avoir ce qu'on appelle un langage un peu pédant, un peu soutenu. C'est des enfants de 6-7 ans qui vont parler comme des adultes. Ils utilisent des mots très très soutenus, voire des mots que leurs parents n'utilisent pas. Alors c'est pareil, quand les parents parlent de la même façon, on va moins se questionner sur le langage de l'enfant. Si les parents ont un langage familier et que l'enfant parle de façon hyper soutenue, c'est pareil, là on se questionne un petit peu sur le pourquoi du comment. Le langage sans filtre, ça c'est quand même assez fréquent. Ce petit garçon là dont je vous parle depuis tout à l'heure, lui, dès que j'avais 2 minutes de retard, il regardait sa montre, il pouvait me dire tout fort en salle d'attente, « T'es en retard, il faudrait que tu arrêtes de regarder ton téléphone parce que moi je t'attends depuis 2 minutes déjà. » Voilà, ça c'est tout fort, il n'y a pas de filtre, ça mettait très mal à l'aise sa maman, alors que bon, c'était plutôt mignon. Alors après, effectivement, à 9 ans, c'est plutôt mignon. À 18, 20 ans, quand on dit ça à son patron, c'est quand même vachement moins mignon. Donc voilà, il y a ce sans filtre qui est quand même à travailler. Et le peu de réciprocité, là, ce qu'il faut bien entendre, c'est que ce n'est pas un défaut d'empathie. Ce sont des personnes, on a longtemps cru ça, que les personnes TSA, elles n'étaient pas empathiques, qu'elles ne comprenaient pas les émotions. C'est pas ça, c'est qu'il y a un temps d'analyse qui n'est pas le même, une compréhension de nos expressions faciales qui n'est pas la même, donc, et une interprétation chez elles qui va être sur du très logique, qui n'est pas forcément la même que nous. Donc c'est pas qu'ils manquent d'empathie, c'est qu'ils ne savent pas forcément le montrer ou le comprendre au bon moment, ou que parfois il y a un besoin d'un certain temps avant de comprendre, ah oui mince, là peut-être que c'était pas très adapté de le dire comme ça, d'accord ? Mais il n'y a pas de... Ils ont des émotions, ils peuvent être très empathiques, et voilà, d'accord ? Par contre, le peu de réciprocité, ça peut être dans le sens, donc je vous parlais de la petite fille qui peut me parler de la météo pendant 25 minutes avant de se rendre compte que moi, la météo aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas non plus des masses, mais ça s'en fiche. En parlant de Pokémon, ce petit garçon-là, donc lui, il venait toujours avec un énorme paquet de Pokémon. Il a fallu que je me mette à Pokémon, que je comprenne un peu Pokémon, parce qu'il faisait des combats de cartes Pokémon, évidemment, il gagnait toutes mes cartes Pokémon. Et par contre, effectivement, ça prenait une place très importante, et il avait vraiment fallu travailler cette réciprocité. Sur les premières séances, il pouvait... pendant 35 minutes, 40 minutes, voire 45 minutes, parler de Pokémon sans se rendre compte mais même pas du tout, que là, j'étais plus là. Je pouvais exagérer, faire... Pas du tout. Il n'y avait pas cette réciprocité de mince, là, je suis en train de l'ennuyer un petit peu, finalement, il s'en fout de mes Pokémon. Non. Lui, il fallait qu'il finisse, parce qu'il avait vraiment plein de choses à dire sur Pokémon. Forcément, c'est un peu restreint à la maison, puisque les parents, ils ne peuvent pas entendre parler de Pokémon non plus pendant 24 heures. Donc là, il avait un endroit où il pouvait parler de Pokémon, donc c'était le moment. On peut avoir ce qu'on appelle des difficultés de compréhension. Ça va avec la réciprocité ou avec la compréhension de l'abstrait. Tout ce qui est métaphore, expression, ça peut être compliqué à comprendre pour eux. D'accord ? Si vous parlez vraiment de façon trop abstraite, souvent ils vont pas comprendre. D'accord ? Ça fait pas sens, c'est pas logique. C'est quelque chose qui est compliqué. L'accès au second degré aussi. Alors, toujours pareil, leur perception de l'humour peut être difficile. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'humour. D'accord ? Si vous écoutez Joseph Chaubanet, qui peut être très drôle. Moi, j'avais un petit garçon en suivi qui avait décidé qu'il voulait être humoriste. Et effectivement, il était très très drôle. Par contre, si nous, on lui faisait des blagues, ça lui plaisait beaucoup, beaucoup moins. D'accord ? C'était la compréhension de nos blagues à nous qui était du coup moins là. Mais lui avait une vraie compréhension de ses blagues, il pouvait faire des super blagues, et il avait à cœur vraiment de faire rire les autres. D'accord ? Donc il y a de l'humour, mais il faut aussi l'accepter dans le sens inverse, dans cette réciprocité, et c'est là où c'est un peu plus dur.
Donc, dans les interactions sociales, c'est là où je vous disais, au niveau de l'empathie, c'est notamment l'offre de réconfort qui va être difficile. Par exemple, là, il y a un jeune garçon qui pouvait dire que sa maman, elle attendait vraiment qu'il est en travail au niveau des habilités sociales, et il pouvait dire que bah oui, sa mère, elle avait vraiment ce besoin que de temps en temps, il lui demande comment ça va, ou que s'il la voyait triste, qu'il lui dise. Donc pour lui, c'était très, 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 très difficile. Parce qu'il savait pas comment. Il avait très très peur en fait qu'elle lui dise non, je vais pas bien. Vous pouvez dire, si elle me dit qu'elle va pas bien, je fais quoi? Et donc, il y a eu tout ce travail-là à faire. Donc, en partenariat avec la maman, c'est une collègue qui la voyait et qui disait, s'il vous demande, surtout vous lui dites que ça va, sinon ça va être compliqué. Et lui, il a pu dire, j'ai réussi. Donc, il avait ces petits exercices. Il demandait à sa maman comment ça allait. Elle lui répondait, oui, ça va. Et il disait, oh là là, chaque fois qu'elle me dit oui, je suis hyper soulagée parce que la conversation s'arrête là et c'est bon. Parce qu'il ne sait pas comment la réconforter si ça ne va pas. Est-ce qu'il va bien interpréter ce qui ne va pas? Est-ce qu'il ne va pas avoir une phrase un peu déplacée? Et donc l'offre de réconfort n'est pas innée. Chez des tout-petits, vous pouvez avoir des parents qui vous disent « mais je peux être malade à 42 fièvre dans le canapé, il ne va pas se rendre compte de la différence » ou son frère pleure parce qu'il s'est cogné, il passe à côté comme si de rien n'était. Voilà. C'est plutôt c'est toujours pareil, hein. Ça ne veut pas dire que cet enfant il se fiche que son frère se soit fait mal. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a peut-être 12 000 autres informations à traiter pour lui et que traiter le frère qui pleure et qui s'est fait mal, on n'en est pas encore là au niveau vraiment d'un point de vue de traitement de l'information. D'accord ? Il peut y avoir des difficultés de réponse à l'appel du prénom. C'est pas toujours le cas. Je dirais que plus ils grandissent, plus ils apprennent. Chez les petits, ça reste assez fréquent. Mais pas toujours. Chez les filles, par exemple, non, pas toutes, hein, c'est toujours pareil, mais chez les filles, elles peuvent répondre, elles peuvent se camoufler très bien et répondre plutôt très bien à l'appel du prénom. On peut avoir l'absence du sourire en réponse. C'est le sourire social. Vous savez, vous croisez quelqu'un dans la rue, cette personne, elle marche, puis elle vous sourit. Vous vous sentez bête, mais vous lui souriez aussi, parce que vous ne savez pas pourquoi vous souriez, donc vous lui souriez, et vous ne savez pas ce qui se passe, mais vous souriez un petit peu automatiquement. Ces personnes-là, généralement, elles n'ont pas ça. Déjà parce qu'elles ne regardent pas forcément au même endroit que nous. Nous, on a tendance, quand on se regarde, à regarder dans les yeux. Eux, ils vont regarder ailleurs. Il suffit que vous ayez un bouton sur le front à ce moment-là. De toute façon, l'enfant n'a pas vu ni votre bouche, ni vos yeux. Il a juste vu votre bouton. Donc, de toute façon, il ne sait pas que vous souriez. D'accord ? Donc, il peut y avoir cette absence de sourire en réponse à votre sourire à vous. C'est pareil. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sourient pas. Ça veut dire qu'ils ne vont pas avoir ce réflexe de sourire socialement après votre sourire à vous. Alors, là, j'ai mis peu de recherche d'attention, mais on peut être dans le schéma inverse. Peu de recherche d'attention ou au contraire beaucoup de recherche d'attention, mais une recherche d'attention pas forcément adaptée. D'accord ? Vous avez des enfants TSA qui vont avoir besoin qu'on les regarde, qu'on interagisse, qu'on soit présent, mais qui ne vont pas le faire de la bonne façon. Donc, par exemple, on avait un petit garçon, il avait besoin d'attention. On s'est rendu compte que c'était pour ça qu'il avait ce type de trouble du comportement. Donc, par exemple, ici, il aurait tout fait voler, automatiquement. On détournait les yeux de lui pour s'occuper de quelqu'un d'autre et tout volait. D'accord ? Ça, c'est une recherche d'attention. Enfin, dans ces cas-là, c'est une recherche d'attention. Pour d'autres enfants, ça peut être autre chose. Hein. D'accord ? Chaque comportement a une fonction. Ce que je veux dire surtout, c'est que ce n'est pas forcément des enfants qui ont envie de rester seuls tout le temps. OK ? Peu de partage, ça c'est assez réel. Après, vous pouvez avoir un enfant TSA qui s'oppose vraiment très très fortement et qui refuse de partager, comme vous pouvez avoir un enfant TSA qui ne veut pas partager, mais si un enfant passe et lui prend, qui va avoir plutôt ce côté passif, et hop, on lui a pris son jeu, donc pouf, il passe à autre chose. D'accord ? C'est pas automatiquement des enfants qui vont hurler dès qu'on prend leur jeu. D'accord ? On est vraiment dans cette idée de partager spontanément et dans un but social quelque chose. C'est là où ça pêche. Et donc, utilisation de la main comme un outil, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a peu d'intérêt pour les autres ou, en tout cas, des difficultés à interagir correctement. Là encore, c'est au niveau des codes sociaux.
Vous avez des enfants TSA qui ont vraiment, ils le disent, aucun intérêt pour les autres enfants de leur âge, parce que ça ne les intéresse pas du tout. Vous en avez d'autres. J'ai une collègue qui a un adolescent qui, lui, a très très envie de communiquer avec les autres, mais les codes sociaux, et puis il est envahi aussi de stéréotypies. Les codes sociaux ne sont pas mis en place, donc pour lui, sa façon d'interagir à 14 ans, c'est de courir tout près d'un enfant de son âge et de se mettre à 3 cm de sa tête en disant « coucou copain, coucou copain ». À 14 ans, ça passe pas bien. Donc on est obligé de retravailler un petit peu les codes sociaux, d'accord ? Mais lui, il a envie, il dit, il veut. Mais pour l'instant, il ne sait pas faire. Chez les petits, alors je trouve que ça se développe aux alentours des 5 ans, ça commence un petit peu à se mettre en place. Mais chez les petits, on note quand même très fréquemment une absence de jeu de faire semblant. C'est des enfants qui ne trouvent pas logique de faire semblant, qui ne vont pas forcément animer des petits personnages, qui vont avoir des jeux plutôt stéréotypés ou répétitifs. Et c'est là encore où je vous dis qu'il faut se méfier, par exemple, pour les filles qui se camouflent. Cette petite fille qui était fan de Peppa Pig, que je ne connaissais pas, alors je connaissais Peppa Pig, mais en tout cas pas les épisodes en détail à l'époque, elle avait un jeu de faire semblant, donc elle avait 3 ans et demi, un jeu de faire semblant hyper bien. Donc elle avait sa maison de Peppa Pig, et puis chacun parlait. Si moi j'allais jouer avec elle, elle m'enfilait un dans les mains, et j'avais intérêt à dire exactement ce qu'elle voulait que je dise. Mais comme ça, dans le jeu, elle avait l'air de vraiment jouer à faire semblant, d'être dans l'interaction, de chercher à me donner un personnage. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que si moi, le personnage que j'avais, je ne disais pas exactement ce qu'elle avait décidé que je dise, elle s'en désintéressait, fallait que je vire très très vite, ou ça générait des crises de colère. Et ensuite, on s'est rendu compte que le jeu qu'elle avait, c'était pas un jeu de faire semblant, c'était un copier-coller total des épisodes de Peppa Pig. Vraiment, c'était la même chose que l'épisode, d'accord ? Ça, on peut l'avoir donc beaucoup dans les dessins animés pour les enfants qui regardent la télé, mais aussi beaucoup. Là, il y a une petite fille, pareil, elle est à la maison dans un jeu imaginaire où elle peut... on a vraiment l'impression qu'elle discute avec une copine, toi tu te mets là, toi tu fais ci, toi tu fais ça, donc pareil, on a l'impression que c'est bien développé, elle a 6 ans, ça reste adapté. Et en fait, la maman s'est rendue compte en discutant avec une enseignante que cette petite fille, dans la récré, elle n'était pas du tout avec les autres, qu'elle était toujours isolée, mais par contre qu'elle observait les groupes de copains-copines et qu'elle reprenait exactement les scénarios qu'elle avait vus. Donc elle rejouait les scènes qu'elle avait vues dans la cour de récréation. Donc là c'est pareil, c'est pas inventé, c'est copier-coller de quelque chose qu'elle a vu. Donc on a quand même très souvent des jeux ce qu'on appelle non fonctionnels, les enfants qui vont s'intéresser surtout à ce qui tourne, aux roues, les alignements. Donc là encore, un enfant qui s'intéresse à des roues à 15-18 mois, c'est pas grave. Si ça dure 3, 4, 5, 6 mois et qu'il n'y a pas d'intérêt pour autre chose, là on s'inquiète, d'accord ? Parce que j'ai beaucoup de jeunes mamans aujourd'hui qui me disent « Oulala, il a 15 mois, il fait que de faire rouler son tracteur. Est-ce qu'il fait autre chose ? Est-ce qu'il joue ? Est-ce qu'il interagit ? Il dit au revoir, il dit bonjour. » Enfin, il dit bonjour. Voilà, il a des gestes, il a des petites choses. C'est pas grave, d'accord, de jouer avec des roues. C'est pareil, les alignements, il y a énormément d'enfants qui alignent sans forcément être TSA. C'est si ça perdure, si vous lui décalez sa voiture et que ça génère une colère pas possible. Là, on commence doucement à s'inquiéter. S'il aligne tout, il n'aligne pas que ses voitures, il aligne un doudou, il aligne des torchons, il aligne des crayons. Pareil, là, on se questionne un petit peu plus. Et chez les petits, ça se voit quand même pas mal, notamment dans les crèches. Je trouve que ça se voit un tout petit peu moins chez les plus vieux. En tout cas, dans les crèches, c'est assez flagrant. C'est qu'il y a peu d'intérêt quand même pour les autres enfants. Si vous n'allez pas les chercher, si les autres enfants n'essayent pas d'interagir, on voit très vite cet enfant qui passe à côté, qui peut jouer à côté, mais qui ne va pas être en interaction avec les autres enfants. Au niveau des comportements, donc là vous avez vu, donc là c'était tout ce qui était au niveau des troubles de la communication, donc tout ce qui était affects sociaux. Donc dans tout ce que je viens de vous dire, pour parler de TSA, il faut qu'il y ait plusieurs signes qui soient cochés, d'accord ? Et ensuite, il nous faut aussi plusieurs signes qui soient cochés dans cette catégorie-là, des comportements stéréotypés, intérêts spécifiques et aspects sensoriels. Les comportements stéréotypés, on a celui qui est assez connu, c'est le flapping.
mais on peut en avoir des très très discrets, notamment à l'âge adulte. C'est là où les diagnostics d'adultes sont aussi difficiles, c'est que les adultes se sont tellement camouflés qu'ils ont très vite appris que faire du flapping à 10 ans, ça passait pas bien avec les copains, donc c'est des choses qu'ils ont enfouies et ils ont trouvé d'autres stéréotypies. Il y a une femme qui racontait, en fait, elle grattait comme ça, hop, et elle faisait juste ce signe-là, mais tout le temps. Mais au point que ça devient inconscient. La stéréotypie, il faut savoir qu'elle est nécessaire pour l'enfant TSA ou l'adulte TSA. C'est quelque chose dont ils ont besoin. C'est une ressource. D'accord ? Quand elle est très handicapante socialement ou qu'elle l'empêche de faire certaines activités, on essaye soit de la décaler, soit de lui permettre de le faire à un autre moment, ou soit on lui apprend des moments de la journée où il peut le faire, soit on essaie de le décaler effectivement dans des choses qui se voient moins pour que, encore une fois, hein, ça c'est le souci de la société aujourd'hui, mais pour que ce soit plus acceptable au niveau de la société, notamment des pères au collège. On a très souvent, très souvent, des besoins de routine et de rituel. C'est des enfants qui ont besoin quand même que ce soit assez carré. J'ai eu des parents qui me disaient non, moi il n'a pas de rituel parce que c'est des parents qui n'étaient pas ritualisés et donc qui pouvaient faire plein de choses. Et effectivement, pas forcément d'angoisse dans les nouveaux endroits, mais finalement on se rend compte que y a des petites intolérances face au changement. On ne peut pas changer trop le trajet de route pour venir à tel endroit non plus. Donc effectivement, ce n'est pas le rituel de la maison, mais si maman elle prend une autre route pour aller chez l'orthophoniste par exemple, il peut y avoir une crise dans la voiture parce que ce n'est pas la route qu'elle est censée emprunter. Un changement de place dans la voiture par exemple, là on a changé le place de siège auto pour X ou Y raison, c'est pas possible. On a certains enfants pour qui c'est hyper dur juste des changements de vêtements. Pour les parents c'est hyper difficile, ils disent mais juste de changer de manteau, des fois j'ai 6 mois où mon enfant a un manteau trop petit et je passe encore pour la maman qui lui achète pas de fringues, alors qu'en fait c'est que c'est pas possible pour l'enfant de passer à un autre vêtement. Changement de chaussures aussi. Vous avez des enfants TSA qui ont vraiment les mêmes vêtements, où les parents disent moi j'ai 5 joggings pareils, 5 t-shirts pareils, 5 manteaux pareils, parce que de toute façon elle peut mettre que ça. Donc des résistances au changement. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la difficulté de généralisation. C'est là où il faut aussi faire confiance aux parents. On peut avoir des enfants, donc ça se voit plutôt au niveau établissement, donc différence entre l'école, la maison ou crèche, maison, chez l'assistante maternelle ou à la maison, IME maison. C'est vraiment le côté où l'enfant va faire quelque chose. Par exemple, à la maison, il sait faire du vélo et à l'école, il n'arrive même pas à grimper sur le vélo. D'accord ? Et donc là, souvent, il y a l'école qui dit non, il ne sait pas faire de vélo, arrêtez, c'est pas vrai, et nous, il ne peut même pas monter dessus. C'est que l'enfant, il a appris sur ce vélo spécifique qui est à la maison, dans un endroit spécifique, avec une personne spécifique. Mais que d'un point de vue cérébral, si vous voulez, il n'a pas pu généraliser cette fonction sur un autre vélo, à un autre endroit, avec une autre personne. Ça se voit fréquemment avec la propreté. Un enfant qui est propre sur son pot bleu à la maison. S'il y a un pot rouge chez papy-mamie, il ne fera pas dans le pot rouge et il ne sera pas propre chez papy-mamie. D'accord ? Cette question de la propreté, elle est assez fréquente parce que, par exemple, des enfants qui vont s'habituer à faire sur le pot et à la crèche, c'est des toilettes. Ou à l'école, c'est des toilettes et du coup, ils ne peuvent pas généraliser. Alors à ça, on peut aussi rajouter l'angoisse autour des toilettes chez plein d'enfants de façon générale, mais on a cette généralisation qui est quand même très, très difficile et très fréquente. Ça peut se voir dans le sens inverse, quelque chose qui est très frustrant, ou par exemple, dans un établissement, on peut dire à la famille « Ah oui, c'est super, vous voyez, là, je vais aller dans un gros truc, mais il sait lire, et à la maison, pas du tout. » D'accord ? Ou là, ça peut être hyper frustrant pour la famille de dire « Non, c'est pas possible qu'il arrive à faire chez vous et qu'il n'arrive pas à la maison. » C'est ni de la faute de l'établissement, ni de la faute de la famille, s'il y a une compétence qu'il arrive dans un endroit et pas dans l'autre. D'accord ? C'est vraiment qu'il faut l'aider à généraliser. D'où l'importance des professionnels qui se déplacent à domicile pour généraliser quelque chose qui a été appris en cabinet ou à l'école ou à la crèche et qui ensuite est généralisé sur le domicile. Les intérêts spécifiques. Donc là, c'est vraiment les passions. On n'est pas sur une simple passion, d'accord ? C'est pas comme vous qui êtes fan, j'en sais rien moi, d'un chanteur ou quelque chose. C'est vraiment un intérêt qui prend de la place.
ce petit garçon-là qui est fan de Pokémon, il peut en parler, mais presque pendant 24 heures. Il pourrait ne pas dormir pour parler de Pokémon. Il va imprimer 1 million de trucs Pokémon. Il va se reconstruire des cartes Pokémon. Il va faire des recherches que sur ça. Ses recherches Internet, c'est Pokémon. Enfin voilà, d'accord, on mange Pokémon à longueur de journée. D'accord, c'est un intérêt qui est vraiment, vraiment très, très présent. Vous pouvez aussi avoir des intérêts qui sont moins... les Pokémon à 9 ans, c'est pas forcément inhabituel, mais vous pouvez avoir aussi des passions pour les trains, des passions pour les panneaux de signalisation. Là, nous, on a un enfant qui est fan dans un IME où je faisais des formations, qui me disait que l'enfant est fan de cloches. Être fan de cloche, c'est pas hyper fonctionnel, d'accord. Après, l'idée des intérêts spécifiques, c'est d'en faire quelque chose. C'est pareil, ils en ont besoin. C'est vraiment quelque chose qui est important pour eux. Comme vous, quand vous avez une passion, c'est important. Donc surtout, on ne l'enlève pas. Par contre, si ça devient envahissant au point de ne pas pouvoir dormir, pas pouvoir manger, soit on la décale, soit on met ce qu'on appelle des petits time-out de temps en temps, on fait en sorte d'apprendre quelque chose grâce à cette passion. Enfin voilà, soit on la décale, soit on la ralentit, soit on essaie de rajouter autre chose, mais il ne faut pas l'enlever. Au niveau sensoriel, je vous le disais, toutes les personnes TSA ont des particularités sensorielles et ça a mis vraiment longtemps avant d'être repéré. Aujourd'hui, on a de plus en plus de professionnels qui sont formés à ce qu'on appelle l'intégration sensorielle. C'est vraiment une formation sur le traitement et la modulation de l'information sensorielle. Pour exemple, chez les personnes TSA, moi j'ai vu un adulte marcher sur une fracture ouverte sans se rendre compte que le tibia est en train de ressortir. Par contre, si vous lui faites ça, ça lui fait mal, mais comme si vous lui arrachiez la peau. D'accord ? On a vraiment un traitement de l'information sensorielle qui peut être extrêmement différent. Chez des petits, on peut le voir sur des enfants très durs au mal, par exemple, qui vont avoir tendance à se cogner tout le temps, à être tout le temps au sol, à être hyper cascadeurs, à avoir des bleus partout et à jamais pleurer alors qu'on entend bien le boom. Ça peut faire partie des particularités sensorielles. On a les 5 sens basiques, je suis parvenue dessus, toucher, odorat, goût, vue et l'ouïe. Et il ne faut pas oublier la proprioception et le vestibulaire. Donc là, souvent, on le voit, c'est des enfants qui peuvent avoir besoin d'être en équilibre, on a un enfant qui pouvait être vraiment en mode chewing-gum. Enfin, vous voyez le dos qui se retourne quasiment dans tous les sens, tellement il avait besoin de sauter, de bouger. Voilà, on a ces 2 sens-là aussi qui sont quand même touchés à chaque fois et qui sont aussi très fréquemment touchés chez les enfants avec un TDAH. Ce qui est important à savoir au niveau sensoriel, c'est qu'on peut avoir, on a des hyposensibilités. Une hyposensibilité, ça veut dire qu'on ressent moins les choses. Donc automatiquement, l'enfant va avoir besoin de rechercher des sensations. Par exemple, c'est un enfant qui ne ressent pas le goût, donc il va avoir besoin que vous rajoutiez vachement de piment dans sa nourriture pour accepter de manger. Là, c'est pareil, pour repérer qu'un enfant de 3 ans il a besoin de piment dans son assiette, ça met du temps, d'accord ? C'est pas quelque chose qu'on peut repérer tout de suite. C'est des enfants justement qui ont tendance à escalader, à se mettre en équilibre, où on a l'impression qu'ils se mettent beaucoup en danger parce qu'ils ressentent moins les sensations corporelles et qu'ils ont besoin de ce mouvement-là. Donc ça, c'est les hypos, donc ça peut être des enfants qui font beaucoup de bruit aussi. Et on a les hypersensibilités qui vont être un peu plus connues. C'est les hypersensibilités au bruit. Les enfants qui se bougent beaucoup les oreilles, qui plissent énormément les yeux face au soleil, qui ne supportent pas certaines textures. Vous ne pouvez pas mélanger les aliments dans les assiettes. Petite particularité, mais on ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir qu'on peut très bien être hyper et hypo. D'accord ? Un enfant TSA est rarement que, même s'il y a un profil général qui se met en place, on n'est rarement que hyper ou que hypo. Souvent, il y a les deux. Et ça peut varier au cours d'une même journée. On avait une petite fille qui était hyper sensible au bruit en arrivant à l'école. Donc, il y avait tout un protocole de mis en place pour qu'elle arrive après les autres, pour qu'il n'y ait pas ce bruit. Par contre, vers 11h, elle entrait dans une hyposensibilité sensorielle au niveau auditif. Et là, au contraire, elle avait besoin de bruit et elle était dans cette recherche de bruit, dans cette recherche de sensations au niveau auditif.
Donc ça varie aussi beaucoup au cours de la journée, d'où la difficulté d'évaluation. Il y a quelques ergothérapeutes, quelques psychomotes, pas mal d'ergots surtout, de formés quand même sur le bassin nasérien. On peut avoir un traitement monosensoriel. Je ne sais pas si vous connaissez Stéphanie Bonneau, qui est une adulte TSA aussi, qui peut dire que si elle se concentre sur une info sensorielle, par exemple, elle se concentre sur ce que je suis en train de dire, elle ne va pas pouvoir se concentrer sur les autres canaux. D'accord ? C'est là, juste, elle me regarde moi, elle m'entend moi. Par contre, s'il se passe un côté, s'il y a un bus qui passe à côté, elle ne l'entend pas. D'accord ? Ou si elle se concentre, par exemple, sur le fait de regarder dans les yeux, parce qu'on lui a dit, il faut que tu regardes dans les yeux, elle ne va pas entendre ce que je lui dis. Parce que c'est déjà hyper difficile de regarder dans les yeux. D'accord ? Elle parle vraiment très bien, Stéphanie Bonneau, de toutes les particularités sensorielles. Vous verrez, c'est une femme qui a très souvent des lunettes de soleil noires et un casque anti-bruit. On la repère aussi facilement. Alors, je vous ai mis quelques citations pour montrer vraiment, mais vous les aurez sur la vidéo parce que je suis un peu en retard, donc je vais avancer un petit peu. Donc, c'est les citations vraiment qui montrent, c'est vraiment des descriptions d'adultes TSA qui expriment vraiment très bien les difficultés sensorielles qu'elles peuvent ressentir au quotidien. C'est assez... ça parle beaucoup plus. Voilà. Quelqu'un qui aime bien les piqûres de chez le dentiste, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent non plus. Alors, je vous ai mis quelques exemples d'aménagement. Encore une fois, l'intégration sensorielle, c'est vraiment complexe, hein, vous le voyez, on peut être hypersensible sur une matinée, enfin voilà. Il y a vraiment besoin d'un professionnel formé correctement pour mettre en place des adaptations pour qu'il y ait vraiment une amélioration du quotidien. D'accord ? Maintenant, ça n'empêche pas de tester des petites choses quand vraiment on n'a pas une thérapeute qui est formée là tout de suite, on n'a pas les moyens de faire un bilan, parce qu'un bilan ergo c'est quand même aussi très cher et c'est pas pris en charge, d'essayer des petites choses. Donc quand on a l'impression qu'il y a une sensibilité au bruit, on peut essayer le casque anti-bruit, on peut essayer les bouchons. Alors chez les petits, moi les bouchons, ils les ont jamais supportés. Et le casque, souvent, il y a aussi une adaptation à faire. Ils n'ont pas tous hyper envie d'avoir le casque. Mais ça peut être, là c'est vraiment que des idées, d'accord ? Sans évaluation, on ne peut pas savoir clairement de quoi a besoin cet enfant, d'accord ? Mais ça ne vous empêche pas de tester, un casque ça ne coûte pas non plus des tonnes. Si vous sentez que ça peut s'essayer, voilà, il faut aussi se donner cette chance-là. Donc les lunettes noires, les lumières tamisées. Dans un IME, il y a un enfant qui faisait des crises à chaque fois qu'il rentrait dans une pièce. Et on a mis très longtemps à comprendre qu'en fait, c'était la luminosité qu'il ne supportait pas. Et le jour où on l'a compris, il suffit de vraiment tamiser un petit peu. Et pouf, du jour au lendemain, il n'y avait plus de troubles du comportement. Ça, les particularités sensorielles et les difficultés de communication, c'est vraiment les principales fonctions d'un trouble du comportement. D'accord ? Une fois qu'on a réglé que l'enfant ou l'adulte a un mode de communication, peut communiquer et qu'on a compris au niveau sensoriel où il en était, on a quand même déjà réduit une bonne partie des troubles du comportement. Pour les hypersensibles tactiles, on fait attention aux étiquettes. Au niveau gustatif, ça peut être de ne pas mélanger, de prendre des assiettes spécifiques. Voilà. On essaye, de toute façon, il faut, quand on ne peut pas faire un bilan tout de suite, on essaye, on teste, on ne force pas, on y va en douceur et on voit ce qui peut fonctionner. Quelque chose auquel on pense moins, qui est moins... qui se pense un petit peu moins, c'est au niveau olfactif. Nous, on avait un enfant qui refusait catégoriquement de se laver. On ne savait pas si c'était l'eau, si c'était d'où ça venait. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était l'odeur du savon, tout simplement, qui ne supportait pas l'odeur du savon dans cette salle de bain. Donc, il a fallu changer le savon et essayer de faire en sorte de l'aérer au maximum pour qu'il y ait le moins d'odeur possible. Et du jour au lendemain, il a pu retourner se laver. Donc,
on en parlait un petit peu tout à l'heure avec l'empathie, il y a une difficulté au niveau de la reconnaissance des émotions. D'accord ? Et parce qu'il y a une difficulté à reconnaître vos expressions faciales, il y a aussi une difficulté à exprimer ses propres émotions en fonction de comment ils les ressentent, de les exprimer verbalement, déjà de les comprendre, de les exprimer et de les comprendre chez vous. D'accord ? Ils ont aussi une logique qui va être propre à eux. Et donc forcément, ils ne vont pas avoir la même compréhension d'une émotion vécue chez vous ou chez eux. On peut avoir des expressions faciales inappropriées. Là encore, ce n'est pas fait exprès. On peut avoir, mais ça on le voit aussi chez des petits, des parents qui grondent, qui se fâchent, et puis le petit qui se met à rigoler. Voilà, on a des émotions un petit peu comme ça en inadéquation avec le contexte. C'est assez fréquent, mais ce n'est pas fait exprès. D'accord ? Alors, les styles cognitifs, je vous ai fait un mini diapo, mais c'est pareil, ça, on peut y passer plus d'une matinée. En gros, on a compris aujourd'hui qu'on a tous donc, des fonctions cognitives. Au niveau fonctions cognitives, on va avoir l'attention, le langage, la motricité. Donc, toutes ces fonctions cognitives-là, on sait qu'elles sont fortement impactées chez les personnes TSA. Il y a quasiment tout le temps des difficultés au niveau des fonctions exécutives. Par exemple, les fonctions exécutives, c'est vraiment ce qu'on appelle le chef d'orchestre de notre cerveau. D'accord ? Donc à partir du moment où il y a une difficulté de ce côté-là, d'un point de vue cognitif, ça entraîne des particularités, des difficultés ou des troubles du comportement. Parce que d'un point de vue cérébral, il y a un traitement de l'information qui est différent. D'accord ? Ça ne veut pas dire que ce traitement de l'information il est moins bien, mais ça veut dire que ce n'est pas le même que le vôtre et qu'il y a besoin de comprendre comment il fonctionne pour comprendre pourquoi ça génère tel type de comportement. Donc il y a plein d'hypothèses qui sont en cours sur le déficit des fonctions exécutives, sur ce qu'on appelle un défaut de cohérence centrale. Donc tout ça, il y a besoin vraiment d'aller plus loin et puis de redéfinir les fonctions cognitives. Mais ce qu'il y a à avoir en tête, c'est qu'on sait aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on appelle ça un trouble du neurodéveloppement, que c'est vraiment au niveau des fonctions cognitives, au niveau cérébral, qu'il y a des particularités de fonctionnement et que ça impacte automatiquement le comportement et les apprentissages. Okay. Donc, fonction exécutive, donc dans l'autisme, dans le TSA, vous avez des difficultés attentionnelles, des difficultés de mémoire de travail et fonction exécutive, donc l'inhibition, la flexibilité, l'activation. Donc, par exemple, le besoin de rituel, il s'explique par cette difficulté de flexibilité au niveau des fonctions exécutives. D'accord ? Ça va ? Je vais un petit peu vite sur ces diapos-là, mais il y aurait besoin d'aller un peu plus en détail. Mais s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Les évaluations. L'idée, là, surtout, à retenir, c'est vraiment l'importance de ces évaluations. On a mis du temps en France. On a tendance à voir les évaluations comme « oulala, ça met une étiquette » ou « faut pas le faire ». Enfin, ça a été quelque chose d'assez compliqué. L'idée d'une évaluation, c'est pas de mettre une étiquette, c'est de permettre à l'enfant, à l'adulte de se comprendre, de comprendre ses points forts, ses points faibles, là où il est le plus en difficulté, là où au contraire il a plus de facilité et de pouvoir s'appuyer dessus dans l'accompagnement. Pour ça, il y a besoin d'évaluation. C'est pas juste sur une observation subjective d'une journée que je vais pouvoir vous dire comment il fonctionne, comment ça va au niveau des fonctions exécutives, comment ça va au niveau sensoriel. Enfin, il y a besoin de mesures qui soient objectives pour évaluer correctement un projet d'accompagnement derrière. L'évaluation, elle est nécessaire, que ce soit d'un point de vue diagnostique ou fonctionnel. Que ce soit, c'est pas parce qu'un enfant, voilà, un professionnel est persuadé que cet enfant est TSA que juste parce qu'il va dire qu'il est TSA, c'est lui qui a raison et c'est fini. Il y a besoin de faire des évaluations pour être bien sûr et surtout pour voir
Qu'est-ce qui est le plus difficile chez cet enfant TSLA? Est-ce que c'est plutôt les interactions? Est-ce que c'est plutôt le comportement? Est-ce que c'est plutôt la communication? Et qu'est-ce qu'on met en place derrière, surtout pour l'aider et l'accompagner, pour accompagner la famille? Chaque évaluation, elles sont vraiment dans ce but-là, c'est de définir un objectif d'accompagnement derrière pour un accompagnement ensuite. Okay, l'idée vraiment, quand on évalue un enfant, mais TSA ou TDAH ou autre, c'est d'évaluer dans tous les domaines. On évalue sa communication, on évalue au niveau moteur, on évalue les interactions, le comportement, son autonomie, et on voit avec la famille quel objectif est le plus important à mettre en place. Et ça se fait avec des outils qu'on appelle standardisés, normés, qui sont objectifs. On en vient un petit peu aux pratico-pratiques, hein. C'est pour ça que c'est pas non plus, c'est pas fait tout le temps, c'est pas forcément la faute des professionnels non plus, hein, mais il faut faire une évaluation, ça demande du temps, ça a un coût pour les familles si elles vont en libéral, puisque les centres qui font les bilans sont pleins. Donc voilà, ça demande quand même... ça demande du temps, ça demande de l'argent, mais c'est nécessaire. Maintenant, dans la pratique, c'est pas fait tout le temps. D'accord ? C'est pas fait tout le temps, ou c'est pas fait aussi de façon aussi complète que ça le devrait, parce que dans la pratique, c'est pas possible. Une séance d'orthophonie, c'est 30 minutes, une séance de psycho, c'est 1 heure. Enfin voilà, on peut pas non plus. Un bilan neuropsy, c'est plus de 300 €. Enfin voilà, on peut pas non plus. Si une famille va que en libéral, par exemple, à titre indicatif, qu'on fait dans ce que je vous disais, dans l'idéal, le bilan psychomote, le bilan ergo, le bilan neuropsy, le bilan diagnostic, on est entre 1 000 et 3 000 € au minimum. D'accord ? Pour le bilan complet, je parle. C'est impossible pour une famille de payer tout ça. Au niveau accompagnement, je vous ai mis les recommandations HAS. J'imagine que vous savez un petit peu qu'il y a plein de débats sur les accompagnements qui sont recommandés, qui ne le sont pas, qui le sont moins. Là, l'idée, c'est pas de débattre là-dessus. On est vraiment dans une idée d'accompagnement en fonction de l'enfant, en fonction des évaluations qu'on a faites et du besoin de cet enfant en particulier ou de cet adulte. Il faut automatiquement une implication des parents. D'accord ? C'est eux qui vont savoir mieux que nous déjà sur quoi c'est le plus important pour eux de travailler dans le quotidien. Ceux qui vont connaître le mieux leur enfant, sans leur implication, sans leur aval sur ce que nous, on pense mettre en place comme objectif, c'est pas possible. D'accord ? Au niveau des recommandations, est-ce que je vous ai mis celles qui étaient recommandées par la HAS ? Bon, c'est pas très important, je ne sais pas si vous connaissez, on parle de l'ABA, de l'ESDM, donc c'est le modèle de Denver, c'est un modèle d'accompagnement pour les tout petits. Le PEX, le Macathon, ça c'est des outils de communication. La priorité dans les aménagements, c'est vraiment chez le tout petit, mais même chez des plus grands, c'est la mise en place d'un mode de communication. Soit l'enfant est verbal et on l'aide à verbaliser avec les bons codes sociaux, soit l'enfant n'est pas verbal, pas encore verbal, et dans ce cas-là, on met en place un mode de communication. Il y a le mode de communication par échange d'images, par exemple, il y a des modes de communication par geste. C'est vraiment la priorité, c'est d'offrir à l'enfant la possibilité de vous dire ce qu'il veut, de vous dire ce qu'il ressent, pour évidemment abaisser les troubles du comportement s'il y en a. On peut aussi, par rapport aux difficultés de rituel, mettre en place des pictos, des emplois du temps à la maison, structurer vraiment au maximum l'environnement. Je ne sais pas si vous connaissez Teach, c'est vraiment la structuration de l'environnement au maximum pour que l'enfant ait des repères stables dans le temps et dans l'espace. L'importance du visuel, donc ça va avec le Teach, d'accord ? C'est vraiment
les emplois du temps, la mise en place d'images, c'est vraiment de tout structurer pour que ce soit le plus clair possible. On a des enfants à l'école, des enseignants qui nous disent qu'ils ont beaucoup de troubles du comportement, mais que pourtant elle a l'impression qu'il comprend très bien ce qu'elle dit. Et en fait, parfois, c'est que simplement la consigne est pas comprise, d'accord ? Et il y a besoin de restructurer clairement avec une consigne par exemple en image ou on avait un enfant qui ne comprenait pas par exemple, donc son enseignante mettait un pot de feutre et un coloriage et un lapin avec rien, enfin, un lapin à colorier quoi. Pour l'enfant TSA c'est pas logique, il y a un lapin avec rien dedans, c'est pas écrit ce qu'il doit faire, c'est pas parce qu'elle lui dit colorique, pour lui il a l'idée de colorier, donc ça générait des troubles du comportement puisqu'il comprenait pas ce qu'on attendait de lui. Une fois qu'on avait juste gribouillé un peu de jaune par exemple dans les oreilles, du orange sur la queue et voilà, hop, il avait compris ce qu'on attendait de lui et c'était parti et il pouvait faire cet apprentissage-là. D'accord ? C'est vraiment repenser, restructurer les choses visuellement. Il est important aussi de ne pas parler. De pas trop parler. On pense que, je vois beaucoup ça en crèche par exemple, on pense qu'un enfant, après qu'il ait, je sais pas, lancer une balle en pleine tête du copain, lui dire non, c'est pas très bien ce que tu as fait, tu te rends pas compte, là le copain il est triste, on en prend 5 minutes, lui il a juste compris non, éventuellement, d'accord ? Ou tiens, regarde, je t'ai dit, il faut que tu ailles prendre tes chaussons, tu sais, les chaussons qui sont sous la boîte là-bas, regarde à côté du cahier jaune de machin. Là c'est trop, d'accord ? C'est chaussons, casier jaune, point, ça suffit, d'accord ? Alors au début, c'est un peu violent, on va dire ah, mais c'est trop braque ce que tu dis, mais oui, mais il comprend tout de suite en fait, parce qu'il faut aller à l'essentiel. Vous faites 12 phrases, vous l'avez perdu, il a retenu éventuellement les 2 premiers mots. S'il y avait un mot sympa dans votre phrase, genre bonbon, eh ben c'est fini, il est resté sur le bonbon, enfin d'accord ? Donc il faut aussi aller à l'essentiel. On pense à les aider à s'installer autant que possible, donc il y a des petits supports visuels, ça aide un petit peu à éviter la distractibilité, s'il y a du bruit, s'il y a des petites choses comme ça. Il y a ce qu'on appelle, donc il y a les coussins qui peuvent être pas mal, ça c'est beaucoup utilisé pour les enfants TDAH, ça commence à s'instaurer, il y a de plus en plus d'écoles d'enseignantes qui acceptent. Les petits colliers que vous voyez, là il y en a plein de formes, on appelle ça moi j'appelle ça des chouï-tubes par exemple. C'est des choses à mâchouiller pour les enfants qui ont vraiment tendance à manger la moitié de leur manche ou il y en a on appelle ça le syndrome de Pica, qui vont vraiment manger tout. D'accord ? Ça veut dire qu'ils peuvent manger la moitié du stylo, manger des aliments non comestibles. D'avoir ce réflexe-là de quelque chose à mâchouiller, ça peut aussi apaiser pas mal de troubles du comportement. On pense à la motivation. J'ai pas mis ici là tout ce qui était ce qu'on appelle les renforçateurs, les motivateurs, mais un enfant TSA, comme n'importe quel enfant, il a besoin de motivation, il a besoin de rester concentré sur sa tâche, il a besoin de ce temps de pause, il a besoin de faire des choix sur une activité. C'est pas parce qu'on est dans un accompagnement où l'objectif c'est ça que lui il n'a pas le droit de choisir aussi comme n'importe quel autre enfant que là il préférait commencer par le français plutôt que les maths par exemple. Enfin voilà, il faut aussi penser que s'il n'est pas motivé, ça ne marchera pas. On parle beaucoup de motivation extrinsèque et intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est faire les choses pour nous-mêmes, d'accord ? Être fier de nous. Pour les petits TSA, la motivation intrinsèque, elle existe très rarement. Donc, il y a besoin de rajouter une motivation extrinsèque. Donc ça peut être des félicitations sociales, comme pour le petit qui apprend la propreté. Il y en a, ils ont envie d'aller tout seul sur le pot et ça prend 5 minutes. Et il y en a, si vous ne collez pas 12 000 gommettes de Peppa Pig sur le pot, il ne va pas être propre tout de suite et il faut renforcer beaucoup. Au début, on dit bravo 25 fois, puis on estompe un petit peu, on arrête de dire bravo et au bout d'un moment, voilà. Et c'est pareil pour un enfant TSA, mais sur plus de choses que juste la propreté. D'accord ? On encourage, il faut tout le temps alterner les tâches complexes, mais comme n'importe quel enfant, je vous dirais, d'accord ? Si votre enfant, le soir, vous lui faites 4 exercices, que des trucs qu'il n'aime pas du tout et qu'il ne sait pas faire, vous pouvez être sûr qu'au 4e exercice, ça ne va pas se passer super bien et que forcément, il y a un moment où ça va pas le faire. Un enfant TSA, c'est pareil. C'est pas parce que vous avez tous vos objectifs en tête de « oulala, il faut vite qu'on lui apprenne ça », qu'il faut le blinder de ça dans sa journée.
L'idée, c'est qu'il soit motivé, et donc, on part vraiment d'abord sur des tâches qu'il connaît pour petit à petit aller vers des tâches plus complexes. Et généralement, on est par exemple sur 3 tâches connues, 3 exercices connus et un seul en apprentissage. D'accord ? En gros, on n'essaye pas de lui apprendre d'un seul coup les 12 objectifs qu'on a mis dans le projet d'accompagnement. Je vous ai mis quelques petits exemples, on en trouve facilement sur Internet, des chaînages. Voilà, ça c'est pour aider à l'autonomie. Vous avez des enfants TSA ou des adultes TSA d'ailleurs. Il y a des adultes qui peuvent dire qu'ils ont besoin encore de ces pictos malgré une autonomie au quotidien parce que y a une adulte là qui disait, en fait, elle pense pas par exemple à manger. Elle n'a pas le sentiment de faim. Donc si elle n'a pas un picto à un moment dans sa maison ou un truc qui sonne pour lui dire c'est l'heure que tu manges, elle peut ne pas manger pendant 2, 3, 4 jours. S'il n'y a pas quelqu'un pour lui dire oulala, attention là, faut manger, c'est maintenant, ça peut être dangereux. Vous en avez d'autres qui n'ont pas le sentiment de satiété. Donc on peut aussi mettre des pictos pour dire attention, après 2 assiettes, c'est stop. Il n'y a pas le choix, on ne peut pas prendre les 3, 4 autres assiettes, d'accord ? Ce genre de chaînage, ça peut inquiéter un petit peu. J'ai des parents qui me disent on ne va pas laisser l'étiquette de chaînage pendant 10 ans dans la salle de bain. Pas forcément. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Il y a des enfants, une fois que c'est intégré, une fois que c'est automatisé, ils n'en ont plus besoin et on peut enlever ce genre de picto. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les accompagnements recommandés par la HAS. Donc TEACH, c'est la structuration de l'environnement. ABA, c'est les thérapies comportementales. PEX, c'est une méthode de communication par échange d'images. La communication concrète, c'est un peu comme PEX, mais ce n'est pas du PEX, mais c'est aussi à base d'images. Le SDM, c'est pour les petits. C'est une prise en charge pour les moins de 5 ans. Alors, je vais revenir après. Ouais, donc c'est bon. Je suis un tout petit peu en retard, mais on a quand même le temps pour les questions. À retenir vraiment principalement, avant que je vous parle de ce qu'il y a dans la région. Donc, l'autisme, c'est un trouble du neurodéveloppement. Ça veut dire que ce n'est pas éducatif. Ça veut dire qu'on ne devient pas autiste en ayant regardé la télé. Ça veut dire qu'on ne devient pas autiste parce qu'il y a eu des carences éducatives. Ça veut dire qu'on ne devient pas autiste parce que... j'en sais rien, il y a eu un souci avec papa, maman, c'est pas possible, c'est faux, c'est des théories qui sont fausses, c'est un trouble du neurodéveloppement, c'est anténatal, d'accord ? Les parents n'y sont pour rien. Aucun signe pris isolément n'est spécifique ou prédictif. Ce que je vous disais, un enfant qui ne parle pas à 4 ans, ça ne veut pas dire qu'il ne parlera jamais. Ça ne veut pas dire qu'il parlera, d'accord ? Parce que je dis aux familles, je ne sais pas. Mais on ne peut pas dire, c'est bon, il a 4 ans, il ne parlera pas, d'accord ? On ne sait pas. Et c'est vraiment à nous, on est encore malheureusement dans cette idée il faut adapter ces enfants à la société parce que sinon ils vont être rejetés. L'idée quand même aujourd'hui, c'est de faire évoluer la société pour que nous, on s'adapte aussi un petit peu à eux. C'est aussi le but de ce genre de formation, c'est d'essayer de les comprendre pour que nous, on arrive à adapter un petit peu nos comportements en les comprenant mieux et en mettant en place des choses qui facilitent un petit peu leur quotidien. Ça reste encore, malgré tout ce qui est mis en place sur Saint-Nazaire, c'est quand même une ville qui bouge bien. Malgré tout ce qui est mis en place d'un point de vue politique, sur les budgets qui ont été mis sur l'accompagnement précoce, ça reste un parcours du combattant. Je vous parlais des tarifs pour les parents s'ils veulent aller en libéral. S'ils ne veulent pas aller en libéral, il faut aller dans une structure qui fait des diagnostics et on est entre 1 an et 3 ans d'attente. Ça veut dire qu'on dit à un parent d'un enfant de 4 ans, on se revoit dans 3 ans éventuellement pour poser un diag. D'accord ? Donc il y a encore ce parcours du combattant qui a une réalité aujourd'hui pour les parents. Alors je vous ai mis, pareil ce sera sur la vidéo, je vous ai mis quelques bibliographies. Et donc j'ai fini. Donc juste, je vous parlerai si jamais vous avez des questions de ce qui existe sur le bassin nazérien, mais peut-être que vous avez d'autres questions sur le reste du diapo. Est-ce que vous savez peut-être du coup, est-ce que vous voulez que je parle un petit peu de ce qui existe sur Saint-Nazaire ? Ouais. Donc sur Saint-Nazaire, sur le bassin nazérien, on a le CAMCMPP qui fait les diagnostics.
On a normalement tous les CAMS CMPP de France qui sont censés être formés. Donc il y a aussi ceux de Nantes. Il y a une unité vraiment spécifique sur le CAMS CMPP de Saint-Nazaire. On a ce qu'on appelle l'hôpital de jour, Bellefontaine, à Saint-Nazaire aussi, qui peut faire des diagnostics, mais généralement, ce sont les enfants qui vont être pris en charge chez eux. Et voilà. D'accord ? Donc, on est assez restreint. Il y a maintenant la plateforme de coordination. Hop, tchouk, tchouk. La plateforme de coordination, c'est les nouveaux projets des ARS. Donc, c'est ce qu'on appelle la PCO. Donc, il y en a une à Saint-Nazaire. C'est pour les 0-6 ans. Il y en a partout d'ailleurs. Il y en a une à Saint-Nazaire et une à Nantes. Ce sont des plateformes de coordination qui... donc, elle est gérée par le CAMS. Mais en fonction des régions, tout dépend de qui a répondu à l'appel à projet. Ici, donc à Saint-Nazaire, c'est le CAMS et il y a des médecins qui récupèrent donc, des enfants sur dossier. C'est les médecins, il faut que ce soit médecin traitant ou PMI qui envoie les enfants avec suspicion de troubles du neurodéveloppement. Il y a un questionnaire spécifique à remplir par le médecin traitant. Il l'envoie à la plateforme. Et sur commission, les médecins de la plateforme décident si oui ou non il y a effectivement une suspicion de trouble du neurodéveloppement. Et ces enfants rentrent dans la plateforme. Dans cette plateforme, vous avez une psychologue coordinatrice qui va mettre en place des accompagnements en libéral. Donc les libéraux ont conventionné avec cette plateforme, psychomote, psychologue, neuropsy, ergo, orthophoniste. On n'a pas d'éducatrice, ça n'a pas été pensé dans la PCO et c'est un gros souci. Ce sera peut-être pensé pour les prochaines. En tout cas, il n'y a pas de prise en charge financière pour les éducatrices dans cette plateforme. Donc là, tout est pris en charge par la plateforme, tous les libéraux sont payés par cette plateforme pour les familles. Et les bilans aussi, donc. Et ensuite, la plateforme travaille en partenariat avec le CAMS et avec ce qu'on appelle l'UDAA, donc l'unité de diagnostic et d'accompagnement des enfants autistes, pour la mise en place des diagnostics. D'accord ? Ça, c'est les deux grosses structures qui travaillent du coup en partenariat avec la PMI, avec l'hôpital de jour Bellefontaine et l'hôpital de jour Michel-Ange, qui peuvent faire certains bilans, mais plus rarement. Sur le CMPP, ça va que jusqu'à 12 ans. Les diagnostics. Donc pour les 12-20, on est encore en grande difficulté. Souvent, on réoriente vers les CRA, qui ont eux-mêmes largement plus d'1 an d'attente. Aujourd'hui, sur le CAMS MPP, je ne sais pas exactement où est-ce que ça en est, mais il y a au moins 1 an d'attente aussi. Et sur la plateforme de coordination, donc la rencontre avec le médecin est pas si longue, mais on arrive un petit peu doucement aussi au bout les libéraux qui conventionnent, au bout d'un moment, ils n'ont plus de place. Ils ne peuvent pas garder toute leur place pour la plateforme non plus, puisqu'il y a aussi des familles hors plateforme, il y a aussi des enfants qui n'ont pas de troubles du neurodéveloppement qui consultent. Et donc, on arrive aussi à ce blocage-là, où on commence à avoir beaucoup d'attentes aussi au niveau des plateformes. On va avoir une plateforme pour les 7-12. Pareil, c'est un projet des ARS, donc il va y avoir la plateforme pour les 7-12 qui va ouvrir, en tout cas c'est en projet. Je ne sais pas qui a répondu à l'appel à projet sur le bassin nazérien, mais ça devrait normalement pas tarder. Alors en fonction des régions, il y en a certaines qui ont déjà ouvert ou qui vont ouvrir en septembre, pour d'autres ça peut ouvrir un peu plus tard, et ce sera sur le même principe. Et c'est vraiment spécifique aux troubles du neurodéveloppement. Je vais me permettre d'une petite question. Oui. En fait, vous parliez d'une crèche avec des temps partiels pour accueillir ces enfants. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui. Alors, c'est un projet. L'idée, c'est de prendre les enfants soit en suspicion de troubles du neurodéveloppement, donc dès les 2 mois. Donc, à 2 mois, on va être sur, par exemple, un enfant trisomique, un enfant avec un syndrome de West, des choses qu'on repère assez rapidement, jusqu'à 5 ans. On est sur des temps partiels, les parents peuvent mettre l'enfant c'est forcément sur une matinée au minimum, jusqu'à 3 jours. Ce serait avec une équipe pluridisciplinaire. On commencerait donc, moi, donc psychologue et une éducatrice, et petit à petit, orthophoniste, psychomote, ergo, éducatrice et une autre éducatrice et une autre psychologue.
Et on n'est pas sur du 1 pour 1, mais on est sur 2 professionnels pour un enfant environ, en fonction des profils des enfants, avec une partie qui est sur la structure et une autre partie du temps où les professionnels accompagnent l'enfant dans les différents lieux de vie. Donc si c'est à l'école, si c'est à la crèche, si c'est chez la SMAT, si c'est chez les parents, enfin voilà. Ça peut être aussi, là par exemple, moi je vais faire une intervention sur le centre de loisirs qui refuse un enfant TSA juste parce qu'il est TSA. Donc il y a aussi des interventions comme ça qui peuvent être faites sur les centres de loisirs, sur la cantine, sur le périscolaire, enfin voilà, sur ces temps aussi là où les professionnels ne sont pas formés, ils sont un peu démunis face à un enfant qui peut avoir des troubles du comportement. Et donc l'idée c'est que les professionnels puissent intervenir et sur le lieu d'accueil et sur les lieux de vie de l'enfant. Dans l'idée vraiment, le but vraiment principal de ça, c'est d'avoir des tout petits pour qu'ensuite la petite section se passe au mieux. Aujourd'hui, on a encore beaucoup d'enfants qui arrivent plutôt vers les 3-4 ans et on a déjà 1 an de retard pour faire le dossier MDPH, pour lancer les démarches s'il y a besoin d'une aide à l'école, pour lancer les demandes d'accompagnement, les demandes de remboursement pour les familles pour qu'elles puissent payer le libéral. Voilà, on perd déjà beaucoup de temps. Donc l'idée, ce serait d'avoir déjà le tout en fait de fait avant l'entrée à l'école. Donc c'est un projet qui est en cours où on est plusieurs professionnels. Pour l'instant, ce qui manque, alors il faut un local d'au moins, on est sur à peu près un peu moins de 150 mètres carrés. On n'est pas sur les mêmes normes qu'une microcrèche, d'accord ? Il n'y a pas d'autorisation ni de la PMI. C'est vraiment plutôt un financement ou en tout cas une autorisation de l'ARS. Ça met du temps à se mettre en place. Et il faut trouver le local et il faut trouver des financements, en tout cas sur les débuts, pour que ça puisse se monter. Donc c'en est au tout début. L'idée, c'était vraiment à la base une ouverture en septembre. Là, on est plutôt maintenant aux alentours plutôt de janvier 2023. Et donc en partenariat avec les partenaires que je vous ai cités, donc l'hôpital, le CAMS, la PMI, en fonction des partenaires du bassin nazérien qui sont déjà très très actifs sur le secteur, pour que ça puisse vraiment rouler entre tous. Alors, ça va dépendre. L'idéal, c'était au moins 10. Mais ça dépend du nombre de professionnels. Puisque le projet, c'est vraiment qu'il y ait un professionnel pour 2 enfants, voire 3 éventuellement. Mais si on a des bébés, on est forcément sur plutôt du 1 professionnel pour 2 enfants. Et donc, s'il y a 10 enfants, en fonction du temps, il faut au moins 5 professionnels. Mais l'idéal, ce serait ça. Ce serait au minimum 10 enfants. On est vraiment sur le principe un petit peu d'une microcrèche, même au niveau de la structure, avec des choses un peu plus adaptées, mais on est vraiment sur le principe je dirais, à demi entre le jardin d'enfants et la microcrèche, en gros. Avec, par contre, une équipe pluridisciplinaire et formée au niveau paramédical. Est-ce que vous repartez avec des choses en tête et pas un flou artistique énorme ? Vous pouvez repartir avec un flou artistique, et dans ce cas-là, il faut me renvoyer un mail derrière pour clarifier les choses, d'accord ? L'idée, c'est quand même de repartir avec au moins les signes précoces au niveau du dépistage, voilà, pour pouvoir repérer ces enfants et les accompagner au mieux derrière, d'accord ? Là aussi, alors ça va avec ce que je vous ai au niveau des prises en charge, mais si vous repérez demain un enfant pour qui vous vous questionnez pour un TSA ou autre, l'orientation aujourd'hui, c'est le médecin traitant pour orienter vers la plateforme ou le CAPS. Il peut y avoir aussi le CAP, CAPP sur Saint-Nazaire. D'accord ? C'est les 3 orientations principales sur les tout-petits. Et après, au niveau structure, ça peut être fait. Moi, par exemple, j'interviens dans plusieurs crèches quand il y a plusieurs suspicions de TSA et que la crèche ne peut pas se permettre d'annoncer ça à la famille. Moi, j'interviens en tant que professionnel extérieur pour faire des observations, faire les rendez-vous famille et pouvoir orienter ensuite vers les centres de soins. D'accord ? Mais en gros, c'est vraiment les structures vers qui orienter si vous repérez un enfant aujourd'hui avec des signes.
J'ai des plaquettes par rapport à la construction donc, du Bleu d'Éden, de la micro-crèche, si vous voulez, et des cartes aussi. Si jamais il y a mon mail, il y a mes coordonnées, si jamais vous avez des questions, si jamais il y a besoin de précision, si jamais il y a des choses qui restent floues, faut pas hésiter. Merci beaucoup à vous. Merci à vous pour cette invitation.